Prêt. Donc, tu auras un timer inversé. C'est-à-dire que sur les écrans, Ouais. la table ronde, il y aura 40 minutes où, par exemple, ils auraient le 10 minutes qui va s'afficher, puis ça va jusqu'à 0. Et à chaque fois, ça reviendra à 0. Donc, tu as 40 et 30. Ok. Et après, on a 2 minutes et 30 secondes. D'accord, tu mets ça, ça marche, merci. Merci de prendre place. Nous réunissons cet après-midi dans un format un petit peu original, puisque nous avons une moitié de l'audience ici qui est constituée d'agents de l'Agence française de développement, avec notamment les directrices et directeurs du réseau à travers le monde. Et puis une autre moitié cet après-midi, d'acteurs notamment de la biodiversité, du développement durable. Nous sommes réunis ici pour 2 heures pour examiner les solutions fondées sur la nature. L'Agence française de développement, qui est une agence de développement public bilatéral, avec un engagement de 100% de conformité à l'accord de Paris, de 100% de lien social, met en place à travers le monde des solutions fondées sur la nature, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'aménagement urbain, de la protection côtière, de la lutte contre la pollution, etc. Pour autant, ces solutions fondées sur la nature, un petit peu à l'image de ce qu'elles sont dans le monde, sont encore à petite échelle ou locales. Et l'idée de cette journée, c'est bien d'examiner comment passer à l'échelle, comment passer à un impact national et comment l'AFD, à travers les 110 pays dans lesquels elle intervient auprès de nos partenaires, peut contribuer à ce passage à l'échelle. Alors les solutions fondées sur la nature, un concept qui est lié à celui de service rendu par les écosystèmes, c'est finalement comment on mobilise la nature, son fonctionnement, ses services, ses productions, pour rendre effectivement service aux sociétés locales, rurales, urbaines, pour apporter des solutions très concrètes. Donc comment on le fait ? Avec quelle ingénierie? Dans quel cadre de financement? Dans quel cadre réglementaire? Avec quels partenaires? Avec quels résultats? Voilà un petit peu les questions qu'on va essayer d'examiner ensemble cet après-midi. Après des travaux déjà importants, réalisés du côté des instances publiques en France, je pense au ministère de l'Environnement, je pense aussi à la Fondation de recherche pour la biodiversité, je pense à l'Agence française pour la biodiversité, on a également la CDC Biodiversité, et d'autres acteurs importants encore, les collectivités territoriales. Tout ce monde-là, en France, met déjà en œuvre des solutions fondées sur la nature, et nous essaierons cet après-midi, également avec quelques bureaux d'études qui sont dans la salle, à mobiliser cette expérience pour en tirer un petit peu des conditions sur le temps de l'action à l'AFD pour les solutions fondées sur la nature. Eh bien, de quoi avons-nous besoin, de quelle expertise, de quel financement, de quelles approches pour développer effectivement ces solutions fondées sur la nature qui sont considérées comme un moyen de répondre de façon réconciliée à de nombreux ODD. Donc c'est à la fois évidemment des ODD de biodiversité, mais également sociaux, économiques et de résilience climatique. Nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux grands témoins et acteurs de la biodiversité qui vont pouvoir nous faire une introduction à cette séance. Nous aurons ensuite donc une table ronde en deux temps. Un premier temps qui nous permettra d'explorer un petit peu l'ensemble des
des illustrations de ce que sont les solutions fondées sur la nature. Et puis nous passerons ensuite à une réflexion sur effectivement les moyens de déployer ces solutions fondées sur la nature. Et ensuite, notre directeur des opérations, Jean-Pierre Marcelli, donc, tirera quelques conclusions après un débat d'une vingtaine de minutes avec la salle. Voilà, donc je vais inviter Madame Isabelle Autissier, navigatrice hauturière, bien connue et présidente du VVF. Bienvenue Madame Autissier, bienvenue Isabelle. Merci encore d'avoir accepté de venir témoigner à nos côtés et de nous dire un petit peu comment vous voyez à la fois l'importance de la nature et puis comment on la mobilise pour trouver des solutions pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, donc bonjour à toutes et à tous et merci de me permettre de m'exprimer. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'ai eu la chance de vivre longtemps et de travailler au sein de la nature, sur l'océan. Et quand je reviens à terre, la première question qu'on me pose, c'est alors, c'est difficile de se battre contre la mer? Et ma réponse est toujours la même, mais heureusement que je ne me bats pas contre la mer. Sinon, ce serait catastrophique et évidemment, je n'arriverai jamais à mon but. Heureusement que je me bats avec la mer. Et c'est vrai que quand on revient de mer et qu'on a pris cette tournure, cette forme d'esprit, on se dit que quand on voit ce qui se passe sur Terre, on se dit que c'est un petit peu comme si Ali Baba qui rentrait dans la caverne, au lieu de ramasser les coupes d'or qui sont sur les étagères, prenait les étagères pour faire un petit feu et puis essayer avec la pierre philosophale de refaire de l'or, par exemple. Donc on se dit qu'on marche quand même un petit peu sur la tête, à mon sens, parce qu'on est encore extrêmement imprégné de, finalement, une défiance globalement par rapport à la nature. La nature, et surtout le sauvage, c'est un peu dangereux, c'est un peu incontrôlé. Or, nous avons tous les uns et les autres quand même été formés au fait que c'était remplissez la terre et assujettissez-la, les oiseaux du ciel, les poissons dans la mer et tous les animaux qui vivent sur la terre. On est quand même très imprégné par ça et au fond, on a très longtemps considéré que la nature, il fallait l'organiser, la planifier, pour ne pas dire la dompter ou la soumettre. Et ce faisant, on refuse d'envisager que ça fait 3,8 milliards années que la nature a développé un certain nombre de solutions à travers l'évolution, à travers les espèces, à travers la diversité des espèces et des écosystèmes. La nature a mis au point, si tant est qu'il faille dire les choses comme ça, un équilibre, qui est un équilibre évidemment dynamique, mais qui est aussi un équilibre extraordinairement résilient, qui est l'équilibre de la vie sur Terre. Et qu'au fond, on ne s'en rend pas compte, mais à chaque seconde qui passe, il y a des milliards et des milliards d'interactions entre les espèces vivantes et entre les milieux, qui font qu'aujourd'hui, tout un tas de fonctions qui permettent à la vie sur Terre de se continuer sont à l'œuvre en permanence. Et évidemment, nous serions quand même, j'allais dire bien bêtes, de passer à côté d'une partie, en tout cas, de ces fonctionnements qui sont d'une complexité incroyable et d'une finesse incroyable quand on s'y intéresse. Et finalement, on a souvent fait un peu le contraire. L'être humain a toujours voulu un peu tout réinventer. Et ce faisant, donc, il est passé, je le disais tout à l'heure, à côté de ces phénomènes de la nature, mais bien souvent aussi, il les a gaspillés, voire détruits. Et aujourd'hui, on revient au problème initial. Nous avons toujours des problèmes de développement humain, nous avons toujours une population qui a des besoins, qui est une population croissante, mais nous avons en plus des désordres que nous avons nous-mêmes créés. Réchauffement climatique, bien sûr, écroulement de la biodiversité, avec tous les cortèges que vous connaissez, montée des eaux, difficultés d'approvisionnement, atteinte à la santé, etc. Parce qu'au final, est-ce que vous allez me trouver mieux qu'une cellule végétale pour utiliser l'énergie pour fabriquer de la matière et pour, en même temps, émettre de l'oxygène et absorber du carbone? Et si vous mettez ces cellules végétales sous forme d'arbres ensemble, est-ce que vous trouvez mieux qu'un arbre aujourd'hui
pour, en plus des fonctions précédentes, faire de l'ombre, faire de la fraîcheur, stabiliser les sols, accueillir la biodiversité et fournir aux hommes tout un tas d'agréments, à commencer par une certaine paix de l'esprit et une certaine poésie. Est-ce que vous connaissez mieux aujourd'hui que les sols pour épurer les eaux et pour régler leur cycle physique? Est-ce qu'on a inventé mieux aujourd'hui que les vers de terre pour fabriquer des terres arables? Mieux que les dunes, les mangroves ou le corail pour tempérer les assauts des vagues et pour accueillir aussi une biodiversité très souvent utile aux hommes? Au fond, la nature, elle est ce que nous cherchons. Elle est une économie 100% circulaire. Elle est une économie zéro déchet. Et il y a donc énormément des problèmes que nous nous posons aujourd'hui qui ont déjà des solutions qui existent dans la nature. Et même si nous pensons que nous pourrions être capables de reproduire ces phénomènes un jour, le coût en serait vraisemblablement prohibitif, alors qu'aujourd'hui, tout ça existe, j'allais dire de manière gratuite, à condition de s'y intéresser à l'état naturel. Et le seul exemple, par exemple, c'est la pollinisation. S'il faut commencer à polliniser les plantes à la main, vous voyez tout de suite, évidemment, les coûts absolument sans commune mesure avec ce que la nature aujourd'hui nous fournit. Donc on a fait plusieurs choses quand même, petit à petit, on s'est inspiré quand même déjà de la nature, hein, c'est tout ce qu'on appelle le biomimétisme, on a essayé de la copier dans un certain nombre de ces phénomènes. On a essayé parfois de la protéger, tout simplement, avec un état d'esprit d'une forme quand même de respect par rapport aux autres êtres qui vivent, avec qui nous partageons cette planète. On a essayé aussi de mieux utiliser un certain nombre de ces services rendus par la nature. Mais les solutions fondées par la nature, c'est aller encore un peu plus loin. C'est vraiment traiter nos problèmes en regardant les solutions gagnant-gagnant. En regardant autour de nous et en étant dans la co-construction et le co-développement plutôt que dans la confrontation. Donc c'est repérer les solutions qui sont à la fois bonnes pour les hommes et bonnes pour la nature. Et la bonne nouvelle, évidemment, c'est qu'il y en a beaucoup. Donc les solutions fondées sur la nature, finalement, c'est d'être relativement réaliste, puisqu'il ne s'agit pas d'aller miser sur des technologies futuristes qui peut-être un jour verront le jour, mais il s'agit tout simplement de regarder autour de nous et d'utiliser de solutions qui sont déjà très largement éprouvées depuis des centaines de milliers ou des millions d'années. Il s'agit d'être pragmatique, puisque ce sont des solutions qui existent déjà, donc que nous pouvons évidemment développer et amplifier ici et maintenant. Ce sont des solutions qui sont économes, et en termes de données publiques aujourd'hui, on sait combien c'est important, puisque on laisse la nature, on laisse l'opportunité à la nature finalement de travailler pour nous et d'effectuer une partie des tâches que nous n'avons pas du coup à financer. Et puis, ce sont aussi également des solutions prospectives, puisque les solutions fondées sur la nature sont des solutions qui augmentent la résilience. Or, nous avons absolument besoin de résilience. Et un des gros problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de casser cette résilience et de casser, en quelque sorte, l'avenir des écosystèmes et de l'avenir des sociétés humaines. Or, les solutions fondées sur la nature sont des solutions d'équilibre, qui certes peut être un équilibre dynamique, mais sont des solutions d'équilibre et donc de résilience. Je vais prendre juste un petit exemple que, évidemment, vous comprendrez que je le choisis, qui est celle des aires marines protégées. On a, sur une grande majorité des populations côtières, de très nombreux problèmes. On a des problèmes de surpêche, donc de baisse de l'autonomie alimentaire. On a des problèmes de pollution, avec des risques de santé. On a des problèmes de destruction des milieux, en particulier par la sédimentation. On a des problèmes de réchauffement, d'acidification, donc de modification de la faune et de la flore, de montée du niveau marin. Et finalement, quand on essaye de répondre un par un à tous ces sujets de manière isolée, finalement, ça coûte très cher et on ne s'en sort pas. Et on n'arrive pas à dire qu'on va mettre des murs de 3 mètres de haut pour éviter les invasions marines, plus des écloseries pour fabriquer des animaux marins, plus, etc. Et là, on tourne en rond et ça coûte très cher.
Une aire marine protégée, à condition qu'elle soit écologiquement pertinente, à condition qu'elle soit écologiquement fonctionnelle et qu'elle soit bien gérée, ce qui n'est pas quand même toujours une mince affaire, eh bien, on voit que quand on met ces solutions à l'œuvre, on voit que ça résout énormément de problèmes. Le WWF, au niveau international, s'est beaucoup intéressé à ces solutions et a essayé de les mesurer. Et en moyenne, on voit qu'une aire marine protégée, il lui faut à peu près 5 ans pour être à maturité. Donc il faut quand même aussi imaginer un certain nombre de solutions de transition. Mais qu'au bout de 5 ans, on a une augmentation extrêmement importante de l'ordre de 40%, par exemple, de la taille des poissons. On a une augmentation de 166% en moyenne de la diversité biologique, donc des interactions qui assurent la résilience. Et on a une augmentation de presque 500% de la biomasse. Donc, non seulement dans l'aire marine protégée elle-même, mais au-delà, on voit que les pêcheurs qui travaillent en bordure des zones marines protégées voient leur capture augmenter entre 50% et 200%. Évidemment, le fait de restaurer ces équilibres à l'intérieur d'une aire marine protégée, de permettre la restauration de la mangrove, du corail, des dunes, c'est aussi redonner une protection aux habitations, une protection au village. C'est aussi séquestrer du carbone, c'est maintenir des paysages et c'est finalement offrir aux humains qui habitent là une diversité, une sécurité de leurs activités économiques bien meilleure, que ce soit de la pêche, que ce soit du tourisme ou que ce soit par la gestion elle-même des aires marines protégées. C'est aussi donc plus d'autonomie alimentaire, une santé meilleure et également une meilleure gouvernance, et ça c'est important, avec très souvent, on l'observe, un rapport, une question d'égalité homme-femme qui là aussi progresse. Donc finalement, on a vraiment, on est gagnant-gagnant, on est gagnant pour la nature et on est gagnant pour les sociétés humaines. Bien sûr, ça a un coût, et je pense que dans la deuxième partie de cet après-midi, on va examiner ça, les coûts de création, les coûts d'entretien, les coûts d'opportunité, puisque pendant un certain temps ou d'une certaine manière, on va renoncer à certaines activités pour en favoriser d'autres. Mais globalement, et là aussi, ce sont les études que nous avons menées sur un ensemble d'aires marines protégées dans le monde, on est sur des rapports bénéfices-coûts qui vont de 3 pour 1 jusqu'à 20 pour 1 dans certains cas. Bien sûr, tout ça n'est pas facile parce qu'il faut avoir une vision à la fois de la complexité de la nature, mais aussi de la complexité humaine et des organisations humaines. Et il faut une implication extrêmement forte des sociétés humaines dans cette nouvelle forme de gestion et cette nouvelle forme d'organisation collective. Donc oui, ce n'est pas simple. Mais il y a aujourd'hui, et il y a encore, énormément de ces trésors sur nos étagères sur lesquels nous pourrions et nous devons nous pencher et mettre en œuvre. Juste pour conclure, je voudrais vous dire que nous savons tous que la Terre n'a pas besoin de nous. Et la Terre, peut-être un jour, redeviendra un caillou qui va errer dans l'univers. Nous avons désespérément besoin de la Terre. Et il n'y aura pas les humains d'un côté et la nature de l'autre. Et je crois que de plus en plus, nous en sommes tous persuadés. Parce que tout simplement, nous appartenons à cette nature. Et donc, il est important de revoir les choses maintenant de ce point de vue-là et de se dire que c'est notre responsabilité de revenir dans cette coévolution auquel je faisais allusion tout à l'heure et de reprendre notre place à l'intérieur des cycles naturels de manière à ce que nous puissions continuer à évoluer dans les sociétés humaines avec plus de sécurité dans l'organisation et avec plus de résilience, avec un bénéfice réciproque. Et je crois que c'est vraiment ça, les solutions fondées sur la nature. C'est encore un champ, aujourd'hui c'est un champ d'expérimentation, mais je crois que c'est un champ d'ouverture et de progrès pour les hommes qui est absolument considérable. Donc je nous souhaite à tous de pouvoir mettre ces solutions en œuvre. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Isabelle, merci pour ces paroles mobilisatrices. Je vais passer la parole sans attendre à un autre acteur bien connu du monde de la biodiversité, Guillaume Sainteny, qui est professeur à AgroParisTech et qui est un économiste du développement durable et qui, sous un angle différent,
va nous parler finalement un petit peu de la même chose, hein, mais avec des choses chiffrées. Voilà. Guillaume, merci encore d'être avec nous cet après-midi. Je te laisse la parole. Merci. Bonne année à tous. Après avoir écouté Isabelle et son talent et son influence marine, je vais être un peu plus terre à terre. Vous voudrez bien m'en excuser. Je voudrais d'abord rappeler que la biodiversité, c'est plus la faune et la flore, les espèces animales, etc. Ça, c'est un peu l'écologie à la grand-papa des années du 19e et du 20e siècle. La biodiversité, il faut se souvenir que c'est trois choses. Premièrement, ce qu'on appelle la biodiversité interspécifique, c'est-à-dire qu'un merle noir, par exemple, n'est pas la même chose qu'un balbuzard pêcheur ou qu'un aigle royal. Chaque espèce est différente. Deuxièmement, la biodiversité intraspécifique, c'est-à-dire que nous qui sommes ici rassemblés, nous appartenons tous à une seule espèce, l'espèce humaine, et pourtant nous sommes tous différents, parce que nous avons tous un patrimoine génétique qui est légèrement différent. Et c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui nous permet de nous adapter aux évolutions, et c'est ça qui permet aussi de faire beaucoup de recherches sur la santé, sur les maladies génétiques, etc. Et cette différence que nous avons entre nous, elle existe dans chaque espèce. Et on fait les mêmes recherches dans chaque espèce et elles nous aident à progresser en matière de santé. Et le troisième type de biodiversité, c'est la diversité des écosystèmes. En gros, le désert du Sahara n'est pas la même chose que le marais Poitevin ou la Camargue, et les interrelations entre espèces végétales et animales ne sont pas les mêmes et fonctionnent différemment. Et cette biodiversité, elle se mesure aussi par des choses quantitatives qui sont, Isabelle en a dit un mot, la productivité biologique, c'est-à-dire la production de biomasse. Certains écosystèmes sont plus productifs que d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont peu productifs ne sont pas importants. Par exemple, les déserts sont peu productifs, mais les espèces qui vivent dedans sont très rares et très intéressantes parce qu'elles ont réussi à s'adapter à des conditions de vie qui sont difficiles et dont l'avenir nous montre que malheureusement elles risquent de s'étendre. Alors, premier point dont je voudrais dire un mot, on résume aujourd'hui beaucoup les questions d'environnement au changement climatique. Est-ce qu'il est évident que le changement climatique est plus important que l'érosion de la biodiversité? Je pense que la question mérite d'être posée et que la réponse n'est pas simple. Je trouve que j'ai écrit un bouquin qui parle beaucoup de ce sujet. Si on regarde d'abord ce que disent les organisations, non pas les ONG, mais les organisations intergouvernementales. Si vous prenez par exemple l'OCDE qui a pondu 2 rapports là-dessus en 2012 et 2013, ou la commission Oxford-Martin sur les générations futures de 2013 dont on a beaucoup entendu parler, ces 2 organismes vous disent qu'il y a 4 problèmes d'environnement majeurs dans le monde, qui sont l'eau, à la fois sous son aspect qualité et quantité, la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité et le changement climatique, et ils sont tous les 4 sur un pied d'égalité. Et si on s'attaque à l'un sans s'attaquer aux autres, c'est un problème, parce que, 1, ils sont liés, et que 2, celui auquel on va s'attaquer va faire que les autres vont gagner en importance. Autre exemple, vous avez chaque année le forum de Davos, que vous connaissez, le World Economic Forum, et chaque année paraît au mois de janvier une étude sur les principaux risques globaux, généraux, pas seulement d'environnement, pour les CEO, c'est-à-dire les chefs d'entreprise du monde entier, des grandes multinationales. Et chaque année, parmi les principaux risques, vous avez 3 qui sont le changement climatique, la carence en eau et l'érosion de la biodiversité. En matière de coûts, on se rend compte que le coût de l'érosion de la biodiversité et le coût du changement climatique sont à peu près du même ordre de grandeur, selon les études, entre 0,5 et 8% du PIB par an, ce qui est considérable. Et pour la biodiversité comme pour le climat, il y a un théorème qui est important et qu'il faut savoir, c'est que le coût de l'inaction est supérieur au coût de l'action. Isabelle prenait un exemple d'une aire marine, je vais aller dans son sens en citant une autre étude. Il y a une étude qui montre que classer 10 à 30% des océans en aire marine protégée a un coût important, 45 à 228 milliards de dollars, mais a des bénéfices qui vont de 622 à 1145 milliards de dollars, c'est-à-dire un rapport dans le moins bon des cas de 3 à 1 et dans le meilleur des cas de 20 à 1. Alors, les services écosystémiques. Qu'est-ce que c'est que les services écosystémiques? C'est un concept qui a d'abord été inventé par les écologues, qui a été repris il y a déjà assez longtemps par l'administration française. Je rappellerai ici le rapport de l'instance d'évaluation des politiques publiques sur les zones humides présidé par le préfet Paul Bernard, qui date de 1995 et qui avait proposé officiellement de classer les zones humides comme des infrastructures naturelles. Comme vous le savez, vous avez tous des notions d'économie. Une infrastructure et une dépense de fonctionnement, ce n'est pas la même chose. Quand on a une infrastructure, on peut l'amortir, la comptabilité est différente, et donc ça entraîne des modes de comptabilité différents. Comme le disait Isabelle, une zone humide, en fait, c'est quoi?
c'est presque la même chose que d'avoir un barrage qui écrète les crues, qui filtre les pollutions, sauf qu'on l'a gratuitement. Le chef d'entreprise ou la nation n'a à financer que ses coûts d'entretien, pas ses coûts d'investissement. Donc c'est un avantage pour tous. C'est la même chose pour les haies et le remembrement. On a remembré à grands frais depuis les années, depuis l'après-guerre et surtout depuis les années 60, un certain nombre de centaines de kilomètres de haies en France. Et aujourd'hui, on replante à grands frais parce que quand on regarde les coûts, on se rend compte que replanter des haies, en fait, ça coûte assez cher. Le stockage de carbone qui était présent dès le protocole de Kyoto en 1997 est également un service écosystémique. Et le tournant important, ça a été le rapport du Millennium Ecosystem Assessment en 2005. Je me souviens très bien que Le Monde ne s'y était pas trompé puisqu'il avait fait sa une sur 5 colonnes là-dessus, qui a légitimé véritablement cette notion de service écosystémique en montrant que 60% d'entre eux étaient endommagés. Les nouveautés par rapport à ça, si vous voulez, il a été suivi du rapport TIB qui cherchait à valoriser, à monétariser, ou plutôt à évaluer économiquement ces services. C'est 1, l'identification de ces services écosystémiques, 2, leur classification, et 3, le chiffrage économique. Et c'est à partir de ces services écosystémiques qu'on a élaboré le concept de solutions fondées sur la nature. Alors, qu'est-ce que c'est que les solutions fondées sur la nature? Voilà une définition qui a le mérite d'être officielle puisqu'elle est dans le plan climat de 2017, où on indique ce qui va être fait. Le plan climat, il y a donc toute une partie qui est les solutions au changement climatique en se basant sur les solutions fondées sur la nature. Et vous voyez que l'AFD est directement concernée et citée, puisqu'on dit ce que l'AFD et le FFM doivent faire dans cette perspective. Un exemple, voilà le pourcentage de carbone qui est perdu à partir d'une forêt tropicale selon la transformation des forêts tropicales qu'on fait, ce qui explique, ne serait-ce que pour le changement climatique, à quel point il est important de conserver les forêts tropicales. Alors, quelques mots sur qu'est-ce que c'est que la valeur économique de la biodiversité. D'abord, on a déjà des valeurs de marché. L'écotourisme, ce qui se développe beaucoup plus, le chiffre d'affaires de l'écotourisme se développe beaucoup plus rapidement que le chiffre d'affaires du tourisme généraliste. On a quelques études, par exemple, qui montrent qu'aux États-Unis, le seul birdwatching des oiseaux d'eau, c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars par an. En Australie, on a 2 études sur le chiffre d'affaires de la barrière de corail, qui ont montré que le chiffre d'affaires annuel de la barrière de corail, des activités récréatives et environnementales qui sont liées à la barrière de corail, c'est plus de 4 milliards de dollars par an. Un autre exemple, Isabelle en disait un mot, c'est la santé. Aux États-Unis, 10 des 25 médicaments les plus vendus et 37% de la valeur des produits pharmaceutiques sont dérivés de ressources naturelles, de médicaments qui sont dérivés de ressources naturelles. Un exemple de produit parmi d'autres, l'IF du Pacifique, qui a permis la substance du Taxol, qui est utilisée pour le cancer des poumons, des ovaires et du sein, et dont le chiffre d'affaires était, il y a quelques années, de 1,5 milliard de dollars à lui seul. La valeur des milieux. Je prends 2 exemples simplement. Alors là, on arrive sur des valeurs qui sont plus difficiles parce qu'elles sont un peu hors marché pour l'instant. La valeur de la forêt française, par exemple, on l'a estimée en termes de récolte de bois. Là, ce n'est pas une estimation, c'est une valeur réelle, 1,3 milliard d'euros par an. La valeur récréative de la forêt française est évaluée à 2 milliards d'euros par an, c'est-à-dire déjà une valeur supérieure. Et la valeur de la forêt française en tant que puits à carbone dépend évidemment du prix qu'on donne à la tonne de carbone. Si c'est 5 euros, ça nous fait 300 millions. Si c'est 20 euros, on est à 1,2 milliard. Donc vous voyez qu'on égalise déjà la valeur du bois commercialisé. Et si c'est 40 euros, on est à 2,4 milliards. Voilà par exemple un exemple qui concerne des pays dans lesquels vous êtes, qui montre que on a en gros les valeurs qui ne sont pas sur le marché, qui sont hors marché, sont en général plus importantes, et plus on est dans des pays qui ont des forêts moins productives, plus c'est le cas que les valeurs qui sont sur le marché. Deuxième et dernier exemple, les zones humides, écrêtement de crues, la zone de la Bassée qui est en Seine-et-Marne, c'est une valeur qui est estimée à 9 000 euros l'hectare, et dans l'État de Washington aux États-Unis, c'est 15 à 21 000 hectares. Voilà par exemple quelques exemples, si vous voulez, où on voit que la différence entre la valeur nette présente des écosystèmes tels qu'ils sont convertis et tels qu'ils étaient au départ. Je prends l'exemple des mangroves, par exemple. Vous vous souvenez qu'au moment du tsunami, c'est les endroits où il y avait les mangroves qui ont les mieux résisté et où il y a eu le moins de dégâts matériels
et de vie perdue. Pour terminer, donc, quelques exemples sur les modèles économiques qui peuvent s'organiser autour de ces solutions fondées sur la nature. D'abord, évidemment, la reconnaissance du préjudice écologique. Vous avez tous en tête l'arrêt sur l'Exxon Valdez et sur l'Erika, qui reconnaît maintenant que les dommages au milieu naturel doivent être indemnisés en tant que tels. Deuxièmement, et c'est encore plus important, la reconnaissance de l'indemnisation de la dégradation des services écosystémiques. Je vous renvoie à l'arrêt extrêmement récent de cette année de la Cour internationale de justice qui a jugé un litige entre le Costa Rica et le Nicaragua et qui a reconnu la demande du Costa Rica qui, très intelligemment, vous savez que c'est un pays très avancé sur la question de l'environnement, avait mobilisé le concept de service écosystémique pour montrer que des dommages qui avaient été faits par le Nicaragua, qui avaient empiété sur la frontière, avaient endommagé des écosystèmes. Et la Cour internationale de justice a reconnu à la fois le concept de service écosystémique et le fait que les dommages à ces services écosystémiques devaient être indemnisés. Le Costa Rica avait demandé pour 6 services écosystémiques, la Cour de justice l'a reconnu pour 4, mais sur le plan de la jurisprudence, c'est évidemment extrêmement important. Troisièmement, le fait que monte en puissance le concept de remplacement en nature, c'est la doctrine éviter, réduire, compenser. On doit d'abord éviter, on doit ensuite réduire les dommages et on doit ensuite les compenser. Et c'est la directive sur la responsabilité environnementale, qui est évidemment pour l'instant uniquement européenne, mais qui est transposée en droit français et qui indique que les dommages à la biodiversité, on doit les compenser en nature et non pas en argent. C'est également ce qu'on appelle la composante des pertes intérimaires, c'est-à-dire que quand vous faites un dommage à un écosystème et que vous le compensez, vous devez aussi compenser les flux de services écosystémiques qu'il n'a pas fournis durant la période où il a été endommagé. C'est une conception qui est donc avalisée dans le droit européen. C'est bien sûr le service de stockage de carbone qui était dans le protocole de Kyoto, mais qui a été très réactivé par l'accord de Paris et qui est détaillé de façon extrêmement précise dans le règlement européen qui est paru au mois de juin cette année et qui, à mon avis, est important parce que c'est la seule zone géographique qui a pondu un règlement aussi détaillé et les autres pays vont probablement s'en inspirer. Et puis, c'est l'échange dette-nature que vous connaissez sans doute, qui a été beaucoup utilisé par les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne, me semble-t-il encore assez peu par la France. C'est peut-être un sujet sur lequel l'AFD pourrait se penser. Ce qu'on appelle les conservation easements, qui sont traduits en France maintenant par ce qu'on appelle les obligations réelles environnementales, je le dis parce que c'est un concept qui, à mon avis, est très intéressant. Aux États-Unis, ça a permis de sauvegarder 4 millions d'hectares. Et comme l'AFD est également présente dans les DOM, ça peut tout à fait être utilisé dans les DOM. Et puis, dernier exemple, c'est la compensation fiscale pour les communes ou les autorités administratives qui mettent en place des politiques de protection de la nature. Ça, c'est l'ICMS, c'est un système qui a été inventé par le Brésil et qui permet de redistribuer une partie de la TVA aux communes en fonction des surfaces protégées pour les inciter à protéger des espaces et pour ne pas qu'elles réduisent que ça n'entraîne pas une perte de recettes. Et l'intéressant, c'est que le Portugal, par communauté linguistique et historique, a repris ce système et l'a implanté maintenant chez lui et que du coup la Commission européenne y réfléchit et cherche à le promouvoir, ce qui montre que quelquefois les flux sont sud-nord et pas seulement nord-sud. Je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci Guillaume, et notamment pour la gageure de nous donner de nombreux concepts en si peu de temps. Hein. C'est un sujet qui est riche théoriquement et dans la pratique, hein, et qui s'est développé sur ces 30 dernières années avec énormément d'incidences opérationnelles qu'on va examiner maintenant, c'est-à-dire à partir de ces ordres de grandeur, hein, de type de service, à partir de ces mécanismes, que peut-on faire vraiment pratiquement. Donc je vais inviter pour notre premier panel Madame Pauline Theillac-Deschamps du comité français de l'UICN. Bonjour Pauline. Madame Anne Belbéoc de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Madame Sophie Trémollet de l'organisation The Nature Conservancy, ainsi que Monsieur Antonin Vergès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Ouais, merci. Merci à vous encore d'avoir accepté de venir travailler avec nous cet après-midi. Donc vous avez la lourde tâche
d'illustrer de façon un petit peu concrète à notre public ce qu'on peut faire de façon très pratique, très concrète, dans différentes situations, en mobilisant les solutions fondées sur la nature. Voilà, donc des exemples concrets, nous dire comment ça marche, qu'est-ce qu'on réussit à faire, qu'est-ce qu'on ne réussit pas à faire. Voilà, je pense qu'ils nous intéressent tous, sachant que les directeurs d'agence, notamment ici, je pense, sont prêts à être convaincus, mais on a besoin de données pratiques. Voilà, donc je vais d'abord donner la parole au comité français de l'UICN, à Pauline, qui va nous donner peut-être quelques éléments, avant de passer aux exemples tout à fait concrets, peut-être quelques éléments de définition des solutions fondées sur la nature. Pauline, la parole est à vous. Merci Gilles, merci pour cette invitation. Merci à tous d'être là, d'être réunis autour de ce concept de solutions fondées sur la nature. Je vais vous donner quelques éléments de cadrage et de définition de ce que sont les solutions fondées sur la nature au titre de l'UICN. Donc vous pouvez, si vous avez déjà entendu parler de ce concept, vous pouvez avoir en fait plusieurs définitions, plusieurs gradations dans la définition, et on va dire que la définition de l'UICN est la plus ambitieuse en matière de biodiversité. Donc il y a une motion de définition des solutions fondées sur la nature qui a été adoptée en 2016 au Congrès mondial de la nature, donc a été adoptée par tous les États membres de l'UICN. Donc je vais vous la lire et puis je vais insister sur les points clés de cette définition, puisque c'est une définition qui a été vraiment travaillée avec tous les membres de l'UICN. Donc les solutions fondées sur la nature sont définies comme les actions. Donc ce sont des actions, il est bien temps d'agir. Des actions visant à... Donc 3 types d'actions: protéger, gérer de manière durable et ou restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés. Donc voilà, ces 3 types d'actions: gestion durable, création, restauration et protection. Et donc ces actions doivent être mises en œuvre pour 2 co-bénéfices simultanés. Donc ces actions doivent être mises en œuvre pour relever directement les enjeux de société. Donc directement, c'est un mot important sur lequel je reviendrai. De manière efficace et adaptative, comme le soulignait Isabelle, c'est vraiment la notion de maintenir le potentiel adaptatif des écosystèmes qui est au centre des solutions fondées sur la nature, tout en assurant le bien-être humain d'une part et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Voilà. Donc ça, c'est la motion des définitions qui a été adoptée. Donc sur cette... normalement, il y avait une slide, il y avait un petit schéma, non ? Bon, c'est pas très grave. Vous l'avez dans la note de présentation. En fait, on a un schéma conceptuel qui reprend un peu une présentation synthétique et visuelle de ce que sont les solutions fondées sur la nature. Donc, il s'agit bien, en fait, d'un concept qui se veut englobant, d'un concept parapluie, qui veut rassembler et développer un langage commun pour toutes les initiatives qui aident la nature à nous aider. Voilà, donc c'est pas forcément utiliser la nature, mais c'est proposer des actions de gestion, de restauration des écosystèmes pour relever les défis humains. Et l'UICN a souligné 6 grands défis: le changement climatique, la réduction des risques naturels, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la santé bien évidemment, et le développement socio-économique. Alors merci à l'UICN pour cette définition. Je crois que l'Union européenne a défini une solution qui est plus socio-centrée et qui ne parle pas des 2 objectifs de conservation de la nature et de service à la société, mais qui vraiment, quelque part, met les services à la société au centre. En disant les solutions fondées sur la nature, c'est vraiment la société qui mobilise la nature pour des objectifs très concrets, sociaux, économiques, de résilience climatique, etc. Et qui ne s'embêtent pas forcément tant que ça avec l'objectif de conservation de la biodiversité en tant que tel. Voilà, donc il y a peut-être un peu des variations dans cette définition, mais je pense que le concept cœur, que je vous demande de ramener à la maison, comme on dit en anglais, c'est vraiment mobiliser la nature pour les services qu'elle rende. Évidemment, vous comprenez que là-dedans, mobiliser la nature, si on ne la respecte pas, ça ne tient pas longtemps la route. Donc l'idée, c'est effectivement protection, mais vraiment pour des fins très utiles à la société et au développement.
Ouais, c'est tout à fait exact. Et la volonté de contribuer à des défis humains, c'est aussi au cœur de la définition UICN. Mais c'est vrai que le double objectif est au cœur de la définition UICN. Et alors que, par exemple, au niveau de la Commission européenne, le biomimétisme et la bioinspiration font partie des solutions fondées sur la nature. Pour l'UICN, ils n'en font pas partie. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire de façon très, 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 très brève, est-ce que c'est un concept nouveau ou pas, les solutions fondées sur la nature? Alors, c'est un concept nouveau qui reprend des initiatives existantes en voulant leur donner un élan commun, un langage commun, et en voulant mobiliser ces actions existantes dans un but de décloisonnement. Parce que c'est vrai que souvent, même s'il y a des choses qui évidemment se font déjà en termes d'assainissement, par exemple, en utilisant la nature pour assainir l'eau, parfois, quand on a des actions qui relèvent de politiques de gestion de l'eau, c'est pas forcément des politiques qui relèvent de gestion de la biodiversité. Et inversement, des projets biodiversité relèvent pas forcément de politiques et ne valorisent pas en fait les bénéfices de ces actions dans d'autres cadres. Donc des actions bonnes pour la biodiversité, il faut aussi arriver à les valoriser dans d'autres cadres. Et puis les actions bonnes pour la gestion de l'eau qui font les choses bien et qui ont des bénéfices pour la biodiversité, il faut aussi les valoriser. Donc c'est essayer de montrer ce co-bénéfice à tous les plans. Très bien, donc un second message à retenir, c'est vraiment la notion de co-bénéfice. Aller chercher des solutions vertes, des solutions environnementales et notamment des solutions fondées sur la nature, c'est effectivement aller chercher des co-bénéfices dans un nombre important de registres. Et quand on parle d'ODD, on est bien sûr sans arrêt à la recherche de solutions qui cochent 2, 3, 4, 5, 10 cases au minimum. Voilà. Merci à vous. Merci. Anne Belbéoc, donc vous êtes à l'agence de l'eau Seine-Normandie et comme les 7 autres agences de l'eau, 7 autres agences de bassin en France, vous mobilisez activement des solutions fondées sur la nature depuis déjà pas mal d'années. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples ? Oui, alors déjà merci à tous d'être là, c'est super, et merci de l'invitation. On est ravis, ça poursuit un peu les réflexions qu'on a initiées à l'atelier international en 2017 ensemble, avec vous, l'AFD. Alors sur les projets, c'est vrai que nous, depuis, dans tous nos programmes d'intervention, on a à cœur de soutenir, et c'est notre cœur de métier, des projets multifonctionnels qui à la fois améliorent la qualité des eaux, mais aussi permettent l'adaptation au changement climatique et la restauration de la biodiversité. Et c'est vrai que, comme le disait Pauline, c'est des initiatives qui étaient déjà existantes et on a voulu se donner cet élan commun, comme elle parlait, dans le cadre de nos stratégies d'adaptation au changement climatique, qui a été votée à l'unanimité en décembre 2016. Et du coup, de traduire dans notre nouveau programme d'intervention cette ambition-là forte de promouvoir les solutions fondées sur la nature, qui peuvent être, par exemple, dans ce qu'on fait déjà, c'est l'aménagement de zones humides artificielles en aval de stations d'épuration, par exemple, donc qui permettent à la fois de restituer au milieu naturel une eau de meilleure qualité, mais aussi de faire un rôle d'éponge qui permet de stocker l'eau en période humide et puis de la restituer en période sèche. D'autres projets de solutions que je pourrais citer, c'est la restauration de la continuité écologique d'un affluent de l'Yvette, la Mérantaise. Donc on est sur une commune d'Yves-sur-Yvette qui a eu 5 arrêtés interministériels de catastrophes naturelles et avec des grosses inondations, par exemple la dernière en 2007. Et le fait de restaurer la continuité sur la Mérantaise, cet affluent, ça a permis du coup de lutter efficacement contre les inondations. Et la dernière de juin 2016, par exemple, le secteur de la Mérantaise n'a pas été touché grâce à cette restauration de la continuité écologique. Un autre peut-être exemple, c'est sur la gestion intégrée des eaux pluviales, la ville des Mureaux qu'on accompagne dans le 78. Avec ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a toute une culture, une évolution dans les pratiques et la culture territoriale aussi, et de faire travailler ensemble différents acteurs. Donc à la fois les aménageurs, les bailleurs sociaux également sur les logements, les élus bien sûr. Voilà, donc ça c'est quelques exemples concrets sur le bassin, et à l'international, on commence à promouvoir ces solutions-là dans le cadre de notre nouveau programme d'intervention qui a commencé cette année. Donc, voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu l'importance de ces solutions fondées sur la nature par rapport à tout le reste de l'activité d'une agence ?
Hein, par exemple, bon, voilà, les 8 agences de l'eau en France, hein, c'est à peu près 2 milliards 400 millions de redevances, en gros, hein, leur budget. Hein. Ce budget, il sert à gérer et entretenir les bassins versants, la qualité de l'eau, les réseaux, etc. Là-dedans, est-ce que les solutions fondées sur la nature, c'est 1%, c'est 5%, c'est 20%, c'est la moitié? Alors, on a en gros, hein, ouais. pour l'agence Seine-Normandie, par exemple. C'est plus de la moitié. Après, c'est difficile à chiffrer parce que les projets qui nous sont soumis, en fait, tout dépend de l'enjeu du territoire. On ne peut pas avoir, des fois, des territoires où on va y avoir une complémentarité entre des solutions structurantes, d'hydraulique structurante, et puis plutôt des solutions d'hydraulique verte. Donc, c'est difficile à chiffrer, mais je pense que de toute façon, on tend vers du 60%. De toute façon, c'est ce qu'on veut promouvoir, des projets multifonctionnels. Donc il n'est plus inexact de dire que les solutions fondées sur la nature sont marginales ou minoritaires. Maintenant, ça devient finalement un des éléments clés de la politique de gestion, notamment du grand cycle de l'eau en France. Tout à fait. C'est important aussi à retenir. Ça veut dire qu'au cœur d'une politique publique qui est citée en exemple sur l'ensemble de la planète, qui est la politique des bassins versants et de sa gouvernance et de son économie aussi, au cœur de cela, finalement, il y a une solution fondée et des solutions fondées sur la nature. Sophie Trémollet, donc vous travaillez à The Nature Conservancy, qui est une des plus grosses organisations privées de conservation de la nature. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, à l'échelle d'une organisation globale, un petit peu comme l'AFD, vous mobilisez les solutions fondées sur la nature ? Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, The Nature Conservancy, je ne sais pas si vous connaissez tous cette organisation. C'est effectivement une grosse organisation environnementale, une ONG environnementale qui a été créée aux États-Unis en 1951 pour sa raison d'être principale étant d'investir dans la protection de la nature. Donc, les premiers modes d'intervention étaient d'acheter des terrains pour les conserver, soit pour les exclure d'une exploitation, soit pour mettre en place des systèmes de conservation easements auxquels vous avez fait référence, pour en permettre une exploitation plus raisonnée et plus respectueuse des systèmes écosystémiques. Maintenant, nous avons forcément évolué dans notre méthode d'action, mais cela reste au cœur de nos activités. Donc, dans le secteur de l'eau, nous travaillons notamment dans la protection des milieux aquatiques, des milieux terrestres, des océans, la création de villes durables et également la lutte contre le changement climatique. Donc je pense qu'en termes de ce que nous faisons, c'est vraiment très pratique. Nous allions à la fois une approche scientifique, mais pas pour un objectif d'étude, plutôt un objectif d'action concrète qui nous a amenés à travailler dans un certain nombre de pays. Nous travaillons actuellement dans 72 pays. Où nous développons, par exemple, dans le secteur de l'eau, une approche qui est dénommée les water funds, les fonds pour l'investissement dans le secteur de l'eau, où nous avons comme point d'entrée la démonstration d'un bénéfice financier, d'un bénéfice très concret pour les acteurs qui sont concernés en aval par la protection des ressources en eau en amont. Donc là, vous avez quelques transparents qui montrent, par exemple, notre action à Cape Town. Vous avez tous entendu parler du risque qui s'est manifesté à Cape Town l'année dernière, où on a failli atteindre un point ground zero, tel qu'il faisait référence les autorités de Cape Town. Et là, nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années sur une intervention basée sur la nature qui consiste à lutter contre les espèces invasives. Et nos évaluations ont estimé que les espèces invasives, c'est-à-dire les pins, les acacias dans le bassin qui sont implantés dans des zones très élevées, très haut perchées, absorbaient environ 3 mois, l'équivalent de 3 mois de la consommation d'eau de la ville de Cape Town. Nous avons également fait le calcul que ce type d'intervention pourrait avoir un coût efficacité très attractif pour les autorités de Cape Town et pour tous les acteurs du bassin, puisque on pourrait investir, et c'est équivalent à 1/10 du coût de l'investissement d'autres types d'interventions, type dessalement de mer, ou voire lutte contre les fuites, détection de fuites, etc. Donc c'est ce que vous avez sur ce graphique qui est peu visible. Par ailleurs, il y a d'autres
co-bénéfice en termes de biodiversité, en termes de création d'emplois, puisqu'on parle d'activités qui sont très intensives en termes d'emploi. Donc ça, c'est vraiment notre point d'entrée. C'est quelque chose que nous avons fait également dans la vallée du Cauca, en Colombie, où là, ce sont les producteurs de canne à sucre qui avaient mis en place avec les autorités locales un certain nombre d'efforts pour protéger le bassin, mais qui se sont rendus compte qu'il fallait aller plus loin. Et donc, ils ont travaillé avec TNC pour la création d'un fonds également, un Water Fund en 2009, qui permet de protéger les ressources, encore une fois, et de réduire la sédimentation dans le bassin. Donc, je vous interromps, Sophie, simplement pour qu'on clarifie peut-être ensemble le concept de Water Fund. Voilà. En quoi consistent exactement ces fonds? Donc le Water Fund, c'est une structure de gouvernance qui permet une meilleure coordination et un meilleur ciblage des interventions dans les solutions fondées sur la nature, et également une mobilisation des financements. Parce qu'à la fois à Cape Town ou en Colombie, dans les cas que j'ai cités, nous avions des actions qui avaient déjà été entamées dans ce sens. La municipalité de Cape Town avait un programme de Water for Work, par exemple, qui consistait à réaliser ce genre de choses, mais de manière ad hoc, en fonction des lignes budgétaires disponibles d'une année sur l'autre, sans planification globale, sans coordination des différents intervenants qui sont actifs dans le bassin, et sans également une mobilisation des autres acteurs, c'est-à-dire les acteurs corporate qui peuvent bénéficier de l'amélioration de ces actions. Donc ces Water Funds, nous en avons créé une trentaine de par le monde, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, à Nairobi et à Cape Town, également en Chine. Et c'est quelque chose que nous cherchons à développer parce que nous pensons que c'est une approche pratique qui permet de faire face, particulièrement quand il y a des déficits de gouvernance, mais également potentiellement dans des circonstances en Europe où on peut avoir ce type de structures qui permettent des efforts mieux coordonnés et mieux ciblés. Donc des structures qui finalement vont gérer une cohérence écologique à l'échelle d'un bassin versant, rassembler des acteurs assez disparates. Voilà. Vous avez cité des collectivités, du corporate, peut-être du... Et alors, est-ce qu'il y a des dimensions un petit peu sociales? On est en France en ce moment en plein dans la conjonction du social et de l'environnemental, et comment trouver des solutions qui combinent les deux. Est-ce que finalement une action telle que le Water Fund peut répondre à ces deux enjeux d'une façon conjointe? Oui, au sens où ça inclut vraiment tous les acteurs du bassin, et il y a un aspect de création d'emplois auquel j'ai fait référence qui est significatif et qui peut être démontré aussi de manière assez concrète. Par exemple, avec la lutte contre les espèces invasives, qui est effectivement très, très exigeante en main-d'œuvre. Est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être de solutions fondées sur la nature que vous mettez en œuvre à TNC? Voilà, alors j'ai cité un certain nombre de domaines d'intervention. Donc nous travaillons par exemple dans la création des villes durables. Ici, c'est un exemple de notre travail en Chine sur le programme des Sponge Cities, qui est un programme gouvernemental. C'est un exemple à Shenzhen qui permet la création de jardins en terrasse et qui aboutit à une réduction de 65% des eaux qui sont rejetées, qui ne sont pas capturées au niveau de l'habitat en lui-même. Donc il y a toute une série d'interventions qui sont mises en place par les villes, et nous apportons un soutien dans ce sens. Et par ailleurs, vous avez parlé de la résilience côtière. C'est un grand domaine d'intervention. Nous travaillons notamment aux États-Unis, dans le golfe du Mexique, en Indonésie et dans un certain nombre d'autres zones, où ici nous travaillons sur la mise en place de ce type de structure de financement également. Donc au Mexique, par exemple, on s'est rendu compte que la ville de Puerto Morelos avait beaucoup moins souffert d'ouragans par rapport à Cancun, où il n'y avait pas de protection des récifs coralliens. Donc nous avons mis en place un Coastal Resilience Fund qui attire les financements des industries touristiques, qui permet de protéger les récifs coralliens et également de souscrire à des politiques d'assurance en cas de... Donc là encore, l'idée d'une plateforme financière, finalement, pour gérer un écosystème. Voilà, c'est ça. Et également avec des outils d'aide à la décision qui permettent une meilleure localisation de ces interventions
puisque c'est quelque chose qui est très spécifique forcément à chaque circonstance. Donc nous avons ce site par exemple qui regroupe tous ces outils d'aide à la décision, coastalresilience.org, qui est un de ces outils qui a été développé dans ce domaine. Si vous aviez, Sophie, en quelques mots, à qualifier les facteurs de réussite de ces initiatives assez différentes de mobilisation des solutions fondées sur la nature, qu'est-ce que vous citeriez comme type de facteur de réussite? Je pense que c'est vraiment travailler avec les acteurs économiques pour voir là où sont leurs intérêts perçus, plutôt que des quantifications de bénéfices économiques qui ne soient pas forcément capturés par ces acteurs économiques. Donc il faut vraiment trouver un ancrage, un point d'entrée pour pouvoir mobiliser et rentrer de manière pratique dans ces solutions. Les structures de gouvernance, la mobilisation des financements, et ça c'est quelque chose sur lequel nous avons encore des progrès à faire parce que nous sommes encore beaucoup financés sur la base de dons ou soit d'organismes philanthropiques, mais nous mettons en place, vous avez fait allusion au Date for Nature Swaps, nous voulons vraiment développer cet aspect de financement remboursable en fait, et de mobilisation de ce genre de financement. Donc ça, je pense que c'est le facteur de réussite qui nous manque encore pour vraiment un réel passage à l'échelle. Et c'est ce sur quoi nous travaillons sur la base d'expériences que nous avons dans différents secteurs pour le généraliser. Et des secteurs peut-être de potentialité ou d'opportunité en matière de SFN que vous pensez encore inexplorés et sur lesquels vous souhaiteriez avancer à l'échelle peut-être globale? Je travaille dans le secteur de l'eau particulièrement. Je pense que dans le secteur de l'eau, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. C'est bien d'entendre. Enfin, en France, on a effectivement des solutions qui sont déjà passées à une certaine échelle, mais le potentiel existe dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, notamment dans les domaines d'activité de l'AFD. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait généraliser. Et nous avons des outils qui existent pour le faire, et on a un bénéfice clair au niveau des acteurs, que ce soit les entreprises d'eau ou les usagers corporate de cette eau au niveau des bassins. Donc ça, c'est aussi un autre facteur de réussite, c'est vraiment de diversifier le type d'acteurs que l'on mobilise, d'aller au-delà des acteurs spécifiques d'un sous-secteur, mais vraiment de travailler avec l'industrie du tourisme, de travailler avec l'industrie de l'agrobusiness, avec les industries minières qui s'intéressent toutes à ce genre d'enjeux, étant donné que l'eau vient toujours au top des risques évalués au terme mondial. Merci beaucoup. Antonin Vergès, donc vous travaillez au Commissariat général à l'environnement et au développement durable, au ministère de la Transition écologique et solidaire. Le CGEDD a beaucoup avancé, y compris du temps où Guillaume Sainteny œuvrait, ça ne s'appelait pas le commissariat, mais bref, peu importe, sur la théorie, et vous allez nous en parler tout à l'heure dans le second panel. Est-ce que le ministère et le commissariat ont en tête, au-delà du secteur de l'eau, qui est plutôt une réussite sur les SFN, d'autres types de SFN mobilisables, alors pour l'instant de façon expérimentale ou locale, mais peut-être un jour plus généralement sur le territoire français? Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation. Effectivement, je voudrais mentionner 4 exemples relativement concrets de SFN ou services écosystémiques. Alors, petite précision, moi je travaille au CGDD, pas le CGEDD. Les acronymes au sein du ministère, c'est quelque chose. Donc c'est le commissariat général au développement durable, c'est une direction transversale interne au ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc 4 exemples que je voudrais évoquer, concrets avec vous. Juste, il faut que je dise d'où ils proviennent. En fait, ils proviennent donc du programme EFES. Je vais voir si je peux afficher ça. Voilà, donc EFES, ça veut dire Évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques, qui s'est penché durant sa première phase sur des évaluations d'ensemble de l'état des milieux et des services, des valeurs associées aux écosystèmes, à 6 grands types d'écosystèmes en France. Et donc, dans le cadre de ce programme, on parle de services écosystémiques, mais en première approche, on peut dire que c'est la même chose que les solutions fondées sur la nature, que ces services écosystémiques. On définit de manière pragmatique
un service écosystémique comme la rencontre, la satisfaction d'une demande exprimée par des gens dans la société liée à la fonction d'un écosystème. Et donc ça procure un avantage à un individu ou à un groupe d'individus sur différentes dimensions du bien-être. Ça peut être le revenu, ça peut être la sécurité, ça peut être une réduction des inégalités, etc. Mais retenons que dans le cadre du programme EFES, il a fallu qu'on se dote d'un langage commun et on parle de services écosystémiques et qu'en première approche, c'est la même chose que les solutions fondées sur la nature. Il y a une classification, il y a une typologie des services écosystémiques. Il y a les services d'approvisionnement en biens, les services de régulation, parmi lesquels la régulation du climat global, la régulation des débits liquides, la contribution au débit d'étiage, la régulation des débits de crue. Et puis, il y a une autre catégorie de services écosystémiques, les services écosystémiques culturels, par exemple, les services récréatifs. On aime tous se promener, ces sources de ressourcement, d'inspiration, dans des espaces naturels. Et il y a un cadre conceptuel associé à ce programme, de même qu'un cadre de gouvernance, et il est très important parce qu'il permet de garantir ou de renforcer la légitimité des résultats, des évaluations qui sont dans ce programme, et c'est une des conditions de réussite des solutions, des actions qui sont menées sur la base d'évaluations conduites au sein du programme. Le programme cherche et constitue une compilation d'évaluations qui cherche à être pertinente pour les décideurs, crédible sur le plan scientifique et légitime aux yeux des acteurs. Et on cherche à associer tous les acteurs qui sont concernés par une évaluation donnée. Alors j'en viens aux 4 exemples concrets. Je vois Gilles impatient. Premier exemple d'évaluation qui a été conduite dans le programme EFES. Alors juste petite précision, il y a les services écosystémiques, ce sont des services qui procurent un avantage aux personnes, aux groupes de personnes. Mais on n'oublie pas les valeurs non utilitaires. On en a parlé à un moment donné, il y a ce qui procure un avantage, qui élève le bien-être, mais il y a aussi tous nos attachements un peu patrimoniaux à la nature, et il ne faut pas les oublier, ça compte. Si on les néglige, eh bien, la balance peut ne pas pencher en faveur de certaines solutions fondées sur la nature. Donc il faut avoir une approche multicritère, et j'y reviendrai dans la deuxième table ronde. Premier exemple, le service de pollinisation. Alors, dans le cadre de l'EFES, à l'échelle française, on a montré que de 2 à 5 milliards d'euros, il correspondait à une valeur correspondant à 2 à 5 milliards d'euros et que ça correspondait à 5 à 12% de la valeur des productions végétales annuelles en France. Ça, c'est un ordre de grandeur. Ce n'est pas opérationnel encore, c'est pour sensibiliser. L'INRA est allé plus loin en montrant qu'il y avait un déficit de pollinisation dans certains territoires en France. Et donc, en creux, ça suggère une action. L'action, c'est pour augmenter les rendements, on peut faire autrement que d'intensifier par des techniques habituelles, intrants de synthèse, etc. On peut faire revenir des pollinisateurs dans certains territoires. Je me permets d'intervenir simplement pour s'assurer que tout le monde suit la distinction, finalement, qui est importante, parce que c'est un petit peu l'objet de cette conférence, entre le service fondé sur la nature, la solution fondée sur la nature, et le service rendu. La pollinisation, donc vous voyez qu'elle est rendue par les insectes pollinisateurs sans qu'on aille la chercher. Elle est là. Ça, c'est un service rendu par les écosystèmes. On ne paye pas. Et d'ailleurs, on commence à se rendre compte qu'il faudrait payer si on ne l'avait pas. Ouais. Voilà. Par contre, quand on va la chercher, c'est-à-dire que, par exemple, nos amis chinois, qui quelque part n'ont plus de pollinisateurs et doivent payer à hauteur de centaines de millions à l'échelle du pays des pollinisations à la main, voilà, ils sont là, ils ont perdu un service environnemental. Quand on parle de solutions fondées sur la nature, là c'est bien plus, non pas un service qui nous est donné gratuitement, mais c'est finalement la société ou une entreprise ou un territoire ou un collectif qui s'organise pour aller chercher un service rendu par la nature, quitte à le restaurer s'il n'est plus là. Voilà, c'était important de faire cette distinction, puisque voilà, les services rendus par les écosystèmes, c'est quelque chose qui est donné
tant que la planète se porte à peu près bien. Une solution fondée sur la nature, c'est quelque chose qu'on va construire, qui demande une ingénierie, un choix, une mobilisation, un financement en général. Et c'est ça qui est un petit peu différent pour nous, banque de développement. Absolument. Il y a un caractère un peu effectivement descriptif, analytique du concept de service écosystémique, et on est plus tourné vers l'action et l'opérationnel quand on pense solutions fondées sur la nature. Deuxième exemple, les Écossais ont montré que la réintroduction du castor dans certaines régions pouvait générer de l'écotourisme, et ils ont chiffré en faisant des enquêtes préalables à une éventuelle réintroduction pour essayer de peser dans les débats. Et ils ont montré que dans certains districts, la réintroduction du castor pourrait générer du développement économique via l'écotourisme. Ça pourrait générer entre 3/4 millions de pounds par an et 2 millions de pounds par an. C'est un exemple. On s'en inspire dans le cadre du programme EFES pour progresser sur l'évaluation des services écosystémiques permis par la réintroduction des vautours dans les baronnies provençales en France, donc parc naturel régional des baronnies provençales et du Vercors. Et donc on a une étude qui est en cours, on essaye de documenter l'état des milieux avant et après réintroduction de ce rapace, qui rend beaucoup de services, notamment deux. Il procède à de l'équarrissage naturel, donc ça se substitue à l'équarrissage industriel. Il y a des bénéfices marchands, il y a des bénéfices non marchands, il y a une moindre pollution de l'eau, donc de moindre diffusion de pathogènes, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, et ça génère, là encore, potentiellement, et en fait c'est effectif, c'est avéré, de l'écotourisme. Et donc on va essayer de progresser sur cette question, et donc c'est donc le business model de la réintroduction d'espèces en guise de restauration des écosystèmes. Donc on progresse, on fait une étude de marché en ce moment. Voilà. Donc c'est un autre exemple, le troisième exemple. Dernier exemple, oui, vous avez une question ? J'ai une minute. Alors j'évoque un autre cas d'étude, une application qui est en fait un programme de recherche appliquée qui s'appelle IDFES. Donc c'est l'EFES dans l'Île-de-France, donc les services écosystémiques ou les solutions fondées sur la nature dans l'Île-de-France. Il y a deux aspects qui nous intéressent. La contribution des écosystèmes ou de la nature en ville à la régulation du phénomène d'îlots de chaleur. Voilà. On modélise ça avec Météo France, qui est associé avec le CIRED, et c'est un projet financé par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique et solidaire. Deuxième aspect qu'on essaye de documenter, c'est la question de savoir si la distribution spatiale des espaces naturels en Île-de-France contribue à l'atténuation ou pas des inégalités socio-économiques. J'en dis pas plus, mais voilà, on essaye de comprendre si c'est progressif dans le sens d'une réduction des inégalités socio-économiques ou régressif. Est-ce que ça les accentue ? Voilà, cas concret. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes sur ce premier panel. Donc on a vu, après une définition où on va chercher des co-bénéfices nature-société, des exemples de mobilisation de façon vraiment importante au cœur de la politique française de l'eau, notamment du grand cycle de l'eau, et également au niveau international sur effectivement les villes éponges, les îlots de chaleur en France, les zones d'inondation, la gestion des bassins versants, de l'usage d'espèces sauvages pour rendre des services du type équarrissage ou écotourisme. On pourrait citer la grande faune africaine qui rapporte plusieurs centaines de millions d'euros en revenus touristiques. Donc vous voyez l'idée qu'il y a ces services rendus, que non seulement ils sont là, mais qu'on va les chercher, qu'on va les conserver, qu'on va les renforcer, qu'on va les améliorer et qu'on va mettre en place des structures qui permettent effectivement de sécuriser ces services. On est bien là finalement dans une action de développement, mais une action de développement qui mobilise la nature pour un certain nombre de bénéfices. Et tout l'enjeu, c'est de comprendre comment on va mobiliser ces services rendus par la nature. Alors, je vous remercie et on va peut-être passer la parole à la salle s'il y a quelques questions avant de changer le panel pour regarder un petit peu, mais à l'AFD, comment on fait, comment on peut faire. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces exemples, peut-être des illustrations complémentaires, peut-être d'autres SFN auxquels on n'a pas pensé sur ce panel? Là, je vois une main là-bas. Ouais.
qu'il y a un micro? Bonjour, bonsoir à tous. Fabien Quétier du cabinet Biotope. J'ai trouvé les exemples très intéressants, mais aussi très focalisés en fait sur des questions d'aménagement à l'échelle de territoire, de mise en place de politiques publiques et de gouvernance pour traiter de ces questions à l'échelle de territoire. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être quelques exemples où les SFN pourraient être intégrés et utiles à un porteur de projet, mettons un projet financé par l'AFD, type infrastructure grise, et qui pourrait avoir, grâce au SFN, des solutions plus pertinentes pour son intégration environnementale ou pour réduire ses coûts et augmenter ses co-bénéfices. Par exemple, plutôt que de faire une série de barrages pour gérer des inondations, préférer un reméandrage d'une rivière. Par exemple, plutôt qu'une station d'épuration, préférer effectivement une solution de lagunage ou une solution de zones humides. Hein. Est-ce que dans la salle, on a des directeurs d'agence qui ont pu mettre cela en place d'ores et déjà? Ou de la restauration de mangroves, ça je sais qu'on l'a fait, mais du lagunage et des zones humides aussi. On va le regarder dans la séance suivante. Hein. C'est effectivement l'objet du panel suivant. Mais globalement, pour répondre à la question, oui, et c'est tout l'enjeu en gros de cette conférence. Hein, c'est de regarder dans quelles conditions. Ça veut dire en termes d'ingénierie, en termes de dimensionnement de projet, en termes de coûts comparés par rapport à une solution grise, en termes de performance environnementale, mais peut-être aussi en termes de coûts de gestion. Pourquoi pas en termes de performance et d'impact social? Est-ce que ça change quelque chose en termes d'emplois créés? Est-ce que ça change quelque chose en termes de financement d'associations locales, par exemple? Voilà le genre de questions qu'on se pose à l'AFD et auxquelles on a déjà répondu de façon pratique dans un certain nombre de cas, mais encore assez peu nombreux au total. Ouais. Une dernière question et puis on va passer à l'autre panel. Merci, Olivier Gillard de la division eau et assainissement de l'AFD. J'avais une interpellation pour faire un parallèle entre les Water Trust Fund et les SAGE, parce qu'il m'a semblé que finalement les concepts semblaient assez proches l'un de l'autre, et j'aurais aimé que vous puissiez commenter cette ressemblance ou cette différence. Et puis d'autres remarques concernant des solutions fondées sur la nature, sur l'agriculture, tout le travail fait sur l'agroécologie et les sans-labour, qui ont des effets énormes en co-bénéfice sur des tas d'autres fonctionnalités de type écosystémique et qu'on peut assimiler à une solution fondée sur la nature. Et du coup, pour commenter une des diapositives de M. Saint-Denis, c'est le fait que si on utilise pour les espaces agricoles ce type d'agriculture, la différence avec la forêt est sans doute beaucoup moins importante que celle qui est présentée sur la diapositive en question. Merci. Sophie, vous voulez commenter le parallèle entre les SAGE, donc les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, et puis les Water Funds? Est-ce qu'il y a un parallèle, et je pourrais répondre sur l'agroécologie. Effectivement, il y a un parallèle. Ce qui est important de voir, c'est que dans certains cas de création d'agences de l'eau similaires dans des pays en Amérique latine ou en Afrique, on a des schémas où les agences sont finalement peu dynamiques et il y a une faible mobilisation des acteurs locaux au niveau du bassin. Donc ça permet de créer cette dynamique qui peut exister en France. Donc effectivement, c'est un schéma qui est assez similaire, mais cela permet également d'avoir des actions assez ciblées avec un programme d'investissement concret qui permettent cette mise en œuvre réelle dans des schémas où la gouvernance est peut-être plus faible que ce qu'on peut trouver en France. Très bien. Sur l'agroécologie, l'AFD
L'AFD finance donc des solutions à la recherche de co-bénéfices environnementaux et de résilience et de productivité agricole, que ce soit au Sahel ou dans les agricultures de savane, par exemple, en Afrique de l'Ouest, avec un certain nombre de techniques, qu'il s'agisse effectivement d'agriculture de conservation, avec peu de labour ou sans labour, de gestion des couverts des sols, d'utilisation de plus faibles intrants, tout ça pour aller mobiliser un certain nombre de services rendus par la faune du sol, par les haies, par la biodiversité, par toute la biodiversité autour du terroir agricole, et qui finalement est un service environnemental très important et qui coûte très cher quand il n'est plus là, comme on le voit dans certaines zones du monde à agriculture très intensive. Merci en tout cas pour ces exemples. Il me reste à vous remercier pour cet échange qui était riche. Vous n'allez pas trop loin parce qu'on va continuer la discussion. Vous restez là, voilà, on les applaudit. Merci à vous. Et je vais appeler donc Emmanuel Debroise, donc directeur à l'Agence française de développement, ainsi que Freddy Ray, pardon, excuse-moi. Merci de venir prendre place. Et nous allons donc regarder maintenant un petit peu quels sont les facteurs pour mieux déployer les solutions fondées sur la nature à l'AFD. Ces conditions, on a déjà une petite idée, on l'a bien vu, il faut de l'ingénierie, il faut de l'économétrie, il faut peut-être des produits financiers adaptés, on ne l'a pas encore examiné. En tout cas, c'est une question importante. Est-ce qu'on a besoin de maturité plus longue pour les services écosystémiques? La nature prend parfois du temps, parfois non. Voilà. En termes spatial, est-ce qu'il y a besoin de choses différentes que par rapport à des solutions grises? Voilà. Est-ce que dans notre dialogue avec nos contreparties, et notamment les ministères des Finances, les ministères techniques, les gouvernements, est-ce que finalement vendre les solutions fondées sur la nature, c'est si facile que ça ou pas? Voilà, donc on va essayer d'examiner un petit peu ces questions avec 3 acteurs et témoins importants. Et donc je vais d'abord passer la parole à Emmanuel, qui a une longue expérience à l'AFD dans le réseau en particulier, avec notamment des positions de directeur dans plusieurs pays, et pas des moindres, dont la Chine, mais aussi la Côte d'Ivoire actuellement. Est-ce que, Emmanuel, tu peux nous dire un petit peu, maintenant qu'on a cerné un petit peu les concepts et puis ce qu'on peut faire avec les solutions fondées sur la nature, dans la vraie vie, à l'AFD, quand on va parler à un ministère des Finances qui a besoin de faire de l'assainissement d'eau, qui a besoin de gérer des inondations, qui a besoin de gérer un trait de côte, quel est ton ressenti sur la possibilité de vendre la nature comme solution ? Merci Gilles, bonne question. Peut-être, je crois, l'enjeu fondamental après toute la présentation qui a été faite sur les concepts, c'est de voir dans la pratique aujourd'hui comment dans les agences nous vivons ce concept de solution fondée sur la nature, et partir d'un constat que si on prend un petit peu la définition large du concept de FSN, on peut constater que par son action, en fait, l'AFD a contribué à relever des défis de société qui sont vraiment au cœur de ses priorités stratégiques, et au premier rang desquels la lutte contre les effets du changement climatique. Et comme c'est au cœur de la stratégie de l'AFD, c'est au cœur du dialogue avec nos contreparties, les ministères des Finances, les ministères techniques, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture. Donc sur la lutte contre les effets du changement climatique, sur le volet atténuation, nous finançons des projets qui visent à protéger, à restaurer, à gérer et valoriser des écosystèmes, et aussi à partager équitablement les bénéfices de leur mise en valeur. On a parlé d'écotourisme, on a parlé d'exploitation aussi raisonnée des forêts. Et sur le volet adaptation, ce qui est intéressant, c'est que l'AFD concentre ses actions en recherchant les complémentarités qui existent entre les solutions grises,
sont un peu traditionnelles, et les solutions vertes qui ont été évoquées, et cela que ce soit dans une approche d'aménagement du territoire, que ce soit dans la gestion efficace des ressources naturelles, ou encore la promotion de nouveaux modes de développement urbain durable. Donc globalement, c'est vraiment par 3 types d'actions que l'AFD intervient dans différents secteurs. Et ces 3 types d'actions, elles collent réellement avec la définition des SFN qui a été rappelée par la représentante de l'UICN. C'est vraiment d'abord tout ce qui est la préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique. La deuxième chose, c'est l'amélioration de la gestion des écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines. Et la troisième, c'est la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est difficile pour moi de faire une revue sur 110 pays et depuis le début d'intervention, parce qu'on s'aperçoit que en fait, nous faisons des SFN depuis longtemps, et je dirais même avant que le concept émerge. Et il est intéressant de constater que ce concept d'SFN n'est pas explicite dans la formulation des projets ou des programmes, nécessairement. Mais quand on regarde les domaines d'intervention dans lesquels nous sommes, prioritairement, on travaille beaucoup sur la conservation et la restauration des forêts, ce qui est vraiment, je dirais, dans la logique de l'émergence de ce concept en 2009, puisque les forêts ont été proposées comme une des solutions en termes d'atténuation du changement climatique, avec la mise en place des projets de réduction des émissions résultant du déboisement et de dégradation des forêts, le programme RED et ensuite les RED+. Et je pense que c'est vraiment un des premiers domaines d'application des SFN pour l'AFD sous l'angle de la séquestration carbone qu'on a expérimenté dans de nombreux pays. Je peux lister vraiment rapidement la République dominicaine. Ce que nous faisons en appui à l'association Plan Sierra pour reboiser et préserver les bassins versants de la cordillère centrale. Ce que nous faisons en Haïti avec des projets d'agroforesterie à base de café, de cacao et d'aménagement de bassins versants. En Chine, qui est un pays qui s'est engagé très fortement dans le cadre de sa déclaration déterminée nationalement pour la COP21, qui s'est engagé à reboiser près de 40 millions d'hectares d'ici 2020, avec des projets de séquestration de carbone dans la province du Yunnan. Nous avons eu aussi des projets de gestion durable de la forêt dans la province du Hunan, ou encore des projets de protection de la biodiversité forestière dans la province de l'Anhui. Je parlais de la Côte d'Ivoire, pays dont je viens aussi, où nous finançons des projets pilotes de préservation des forêts avec des initiatives type cacao ami des forêts, avec une traçabilité et de la couverture d'exploitation cacaoyère sous couvert végétal, ou aussi des projets pilotes RED+, dans le sud-est du pays qui peuvent être expérimentés. Donc ce premier axe d'intervention, et qui est le plus évident et le plus légitime sur la conservation et la restauration des forêts, il y en a un deuxième qui a été évoqué par Madame Autissier, qui est la préservation des écosystèmes aquatiques et marins. Et cela avec un champ d'application qui couvre la gestion des bassins versants et des zones humides continentales, jusqu'à des interventions en milieu de restauration des zones humides ou de protection, ou de restauration des écosystèmes côtiers et marins. Alors on a parlé de restauration des mangroves. En particulier, elles ont un impact majeur pour l'amortissement de la montée des eaux, ça a été évoqué, l'atténuation de la désalinisation. La création d'aires protégées marines et littorales procède clairement aussi de solutions fondées sur la nature, avec un impact en adaptation qui va au-delà de son objectif de protection de la biodiversité. Là aussi, il y a de nombreux exemples. Alors, je ne vais pas être exhaustif, mais des projets Rescue dans le Pacifique Sud, des projets en Chine de restauration de zones humides, dans la province du Shaanxi, dans la province du Liaoning, aussi plus récemment dans la province du Hunan. Un projet ancien qui avait démarré en 98 de mémoire en Guinée aussi, qui concernait la protection des mangroves, avec un travail sur la riziculture et la saliculture, et des projets d'aires marines protégées au Sénégal pour la conservation et la mise en valeur des mangroves de la Casamance ou du Sine Saloum. Un troisième axe, c'est l'agroécologie. Tu viens d'en parler suite à l'intervention d'Olivier, qui consiste vraiment à concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur des fonctionnalités offertes par les écosystèmes et en les valorisant pour réduire la pression sur l'environnement, donc tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre, réduction de l'usage des produits phytosanitaires. Et là, il y a tout un champ d'applicatifs important en agroforesterie, en agriculture de conservation. Tu l'évoquais, c'est semi-direct sous plan de couverture, le zéro labour, l'agriculture biologique, ou encore la végétalisation des milieux désertiques, notamment avec tout ce qui sont les plantations de haies vives, ou la fixation des dunes au Niger, où par exemple j'avais travaillé. C'est un axe important d'intervention. En termes de co-bénéfices, on parle aussi de création de revenus, d'impact sociétal. On peut citer en Tunisie, où l'AFD avec le FFM soutient le programme d'adaptation au changement climatique des territoires ruraux, et qui là vise aussi une amélioration de la gouvernance territoriale,
l'introduction de pratiques agroécologiques qui permettent le développement économique des territoires ruraux et la génération de revenus paysans avec vraiment une vision inclusive du développement. L'agroécologie, on peut parler aussi du fameux projet autour du lac d'Alautre, je crois qui est réputé à l'AFD et qui est vraiment tout à fait dans cette optique. Peut-être 2 derniers axes d'intervention pour ne pas être trop long, mais sur la gestion durable de l'eau, on en a beaucoup parlé. Je crois qu'il y a un objectif vraiment de mieux gérer les processus d'évaporation, de précipitation, d'absorption de l'eau par les sols. On part du constat maintenant que de dépendre des infrastructures construites par l'homme ne suffisent plus et qu'il existe des infrastructures vertes, performantes, qui préservent le rôle joué par les écosystèmes en développant par exemple des systèmes d'irrigation plus économes et efficaces. C'est le cas à Madagascar avec des systèmes de riziculture intensive qui permettent des économies importantes en termes de consommation d'eau et d'augmentation à due concurrence de la production. On a parlé de Ville-Éponge, on a aussi des expériences. Le premier projet financé par l'AFD de Ville-Éponge a été présenté à notre conseil d'administration récemment sur la Chine, dans la ville de Mianyang, pour le district de Danzhou, c'est la province du Sichuan, où là aussi il s'agit de financer à l'échelle du bassin versant une meilleure gestion de la ressource et aussi des infrastructures drainantes, des corridors verts. Le dernier point en termes d'axe d'intervention sera celui des infrastructures urbaines où les SFN permettent de réduire l'effet d'îlot de chaleur par la végétation des rues, des places, des bords de voirie. On en a eu un exemple au précédent panel sur Shenzhen. Réduire l'empreinte carbone des villes et aussi aider par la réalisation de trames vertes multifonctionnelles la liaison entre différents espaces verts pour repenser cet aménagement urbain. Alors, je citerai un exemple, c'est un projet qui est en cours d'instruction, qui n'a pas encore été approuvé par notre conseil d'administration, mais qui est celui d'un projet de développement urbain durable dans la ville de Fengxiang, dans la province du Shaanxi, qui est vraiment la parfaite illustration de cette approche, et aussi, nous y reviendrons peut-être dans le champ des opportunités, vraiment un projet qui est né d'un vrai dialogue de politique publique entre autorités chinoises et l'AFD. Merci Emmanuel pour tous ces outils. Peut-être une petite question sur les outils financiers. On a mentionné le FEM, des outils aussi, le FEFEM, pardon, et des actions plutôt de type conservation, donc plutôt de type subvention a priori. Mais finalement, la majorité des cas que tu cites sont des interventions sur prêt, en fait. Est-ce que tu peux nous faire un commentaire sur solutions fondées sur la nature, outils financiers? Comment ça marche? Alors, je pense que fondamentalement, l'AFD répond aux demandes des partenaires, des pays avec lesquels elle travaille. Et disons, les instruments financiers sont définis dans le cadre des éléments de concessionnalité qui structurent le dialogue avec ces pays partenaires. Quand on est dans des grands émergents comme la Chine, force est de constater qu'on intervient sans éléments de concessionnalité. On intervient aux conditions de marché. D'ailleurs, tu l'as rappelé dans tes propos liminaires, le portefeuille biodiversité le plus important de l'AFD, c'est la Chine, et la Chine emprunte aux conditions de marché. Et je pense que c'est ce qui traduit, et nous y reviendrons peut-être un peu plus tard dans le panel, vraiment cette volonté, ce changement de vision du modèle de développement qui est beaucoup plus respectueux du service, enfin des services écosystémiques qui sont rendus par la nature, de nouveaux modes de développement en termes d'aménagement territorial. Je pense très fortement sur le développement urbain durable, la nouvelle façon de concevoir les villes. Et ça peut se faire vraiment aux conditions de marché. Après, dans les pays où nous intervenons, comme au Niger, plus traditionnellement en subvention, bien que maintenant nous réempruntions en prêt souverain, je crois que ça dépend un peu de la nature du projet et qu'il y a un débat avec les autorités du pays pour savoir, entre arbitrage sur ce qui est un prêt souverain concessionnel, s'ils souhaitent s'endetter, est-ce qu'on est dans la logique d'une infrastructure verte qui a sa logique d'investissement et qui donc supporte la charge d'un prêt, ou est-ce qu'on est dans une approche, disons, qui intègre une approche court-termiste immédiate de conservation, de restauration, qui cite peut-être des éléments de subvention, et comme tu l'as dit, il y a des mix. On peut faire du mixage entre le FEFEM, qui apporte de la subvention, et des prêts concessionnels apportés par l'AFD. Je crois que ça a été le cas, sauf erreur de ma part, pour les projets Rescue, où il y a eu un mixage, je parle sous le contrôle de Guillaume, mais il y a eu un mixage qui a été fait entre différentes ressources. Alors, je pense, si je me permets d'insister sur ce point, c'est que dans l'histoire de notre rapport aux écosystèmes, à la nature, etc., on a quand même beaucoup travaillé avec de la subvention pour gérer les espaces naturels et y compris les services qu'ils rendaient. Et là, avec les solutions fondées sur la nature, on se rend compte qu'on peut maintenant aborder ces questions avec des instruments de dette, avec des instruments d'investissement, où on accepte d'investir sur 10 ans, sur 15 ans avec un prêt, parce qu'on se dit qu'année après année, ça va nous rendre un service
dont on sait d'ailleurs calculer la valeur, et pour lequel un établissement public ou un ministère ou un pays accepte de faire un effort financier. Et ça, historiquement, c'est complètement nouveau. Et donc c'est vraiment important de le dire parce que ça change pas mal l'équation de ce qu'on peut faire avec les écosystèmes. Je vais repasser la parole donc à Antonin, pardon. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Sur effectivement les études du CGEDD, parce que c'est pareil. Vous avez du CGDD, pardon, je vais y arriver. Vous avez montré un certain nombre de coûts comparés entre des solutions vertes et des solutions grises. Et je pense que dans notre dialogue avec nos contreparties sur l'ensemble de nos pays, ces éléments de coûts comparés, de co-bénéfices comparés sont absolument essentiels pour vendre les écosystèmes ou la nature comme solution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je vais essayer. Alors, on est dans ce deuxième panel. Il s'appelle « Comment déployer les SFN ». Donc, dans l'action. Pour pouvoir agir, et une des composantes, me semble-t-il, c'est d'être convaincant. Il faut convaincre un décideur ou un porteur de projet. Alors, on a évoqué plein de solutions là, dont on a un peu, peut-être trop rapidement, selon moi, selon nous, dit qu'elles étaient certaines, efficaces et tout. Il reste quand même de l'incertitude. Elles sont incertaines, parfois. Dans ce cas de figure, il faut convaincre. Alors, je prends l'exemple des mangroves. On a balayé rapidement la littérature scientifique sur l'effet des mangroves. Il se trouve que ça reste un petit peu controversé, que ça dépend de l'épaisseur de la forêt de mangrove. La protection contre les risques de submersion marine en cas de tsunami. Il y a plein de papiers qui montrent que oui, il y a des villages derrière qui, protégés par des mangroves, ont été moins détruits que d'autres cas de figure, mais d'autres qui tendent à relativiser, qu'il y a des problèmes d'endogénéité, je ne rentre pas dans les détails. Donc, pour déployer, il faut être convaincant. Donc, il faut bien évaluer. Pour bien évaluer, il faut se rappeler, surtout pas oublier le caractère multifonctionnel des solutions fondées sur la nature. C'est un mot-clé. Dans une analyse coût-avantage d'un porteur de projet, si on ne prend en compte que l'utilité ou la fonction écologique qu'on va chercher en intensifiant le fonctionnement de l'écosystème, dans le cadre d'une solution fondée sur la nature, on peut trouver que la solution grise va être moins coûteuse, plus efficace. Il ne faut pas oublier, donc il faut avoir une approche multicritère. C'est multifonctionnel. L'exemple d'une mangrove, c'est clair, c'est de la protection contre des risques, mais aussi du bois, de cuisson, de chauffage, de l'élevage, de la piscicole potentiellement, de la lutte contre le changement climatique avec la séquestration de carbone, du paysage, donc de l'écotourisme. Donc première chose. On a une question d'évaluation et d'un cadre économique qui nous permet non pas de réduire les choses, mais au contraire d'élargir plutôt le champ de ce qu'on évalue. Voilà, pour plaider en faveur de la solution fondée sur la nature, il faut une évaluation intégrée, élargie, prenant en compte l'ensemble des co-bénéfices et l'ensemble des services, des bouquets de services qui sont apportés par une solution fondée sur la nature. Donc avoir une approche la plus élargie possible. Se souvenir également que une solution verte, c'est un moyen d'éviter un risque d'irréversibilité. C'est-à-dire qu'il y a de la réversibilité. Planter des arbres, entretenir une zone humide, est associé à une valeur d'option. On peut toujours faire autre chose après. On évite l'irréversibilité d'un ouvrage d'art, d'une solution grise. Ça a de la valeur. Très bien. Et troisième élément, si vous me le permettez. Et ça peut-être rejoint le modèle économique des prêts AFD. C'est que ces solutions fondées sur la nature peuvent mettre du temps à être effectives. Donc il y a peut-être une finance particulière à penser en regard, mais étant donné qu'elles sont incertaines, mais qu'il faut agir, étant donné l'urgence écologique, eh bien, il faut peut-être expérimenter. C'est-à-dire avec des expérimentations de taille croissante. On apprend en faisant. On met en œuvre petit à petit une solution, on regarde ses effets et avoir une évaluation comme ça en continu d'action reposant sur l'expérimentation pour être convaincu
et passer à l'échelle. Voilà. Donc, ça peut être important. Merci. Je pense que vous avez dit effectivement trois éléments clés de déploiement qui sont effectivement une évaluation dans un cadre économique élargi, multifacteurs, multicritères, alors qu'on a des cadres économiques qui en général sont très réducteurs et ont du mal à appréhender les bénéfices apportés par un écosystème. C'est le premier point. Ensuite, une évaluation des effets, des performances. Je pense qu'il est clair, effectivement, qu'il faut aller vers des choses qui soient solides et fondées. Et ça demande finalement de l'ingénierie et de la maîtrise. On va y venir. Et un troisième élément que j'ai oublié. Du coup, on va passer peut-être directement, si vous le voulez bien, Freddy Ray, donc de l'IRSTEA, sur les dimensions justement un petit peu d'ingénierie. C'est-à-dire qu'à l'AFD, quand on construit des projets, on a besoin effectivement d'expertise pour dimensionner, regarder si effectivement les solutions fondées sur la nature sont la bonne solution. Je pense qu'il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Il y a des choses pour lesquelles on ne va pas pouvoir mobiliser les écosystèmes. Voilà. Est-ce que cette expertise, elle est disponible à l'échelle internationale? Est-ce qu'il y a des bureaux d'études qui sont là avec une offre convaincante sur les questions de l'eau, sur les questions de l'aménagement urbain mobilisant les SFN? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, oui, merci. Alors, la réponse, c'est oui. Oui, elle est disponible. Alors, vous avez utilisé le terme d'ingénierie écologique. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Je peux faire un sondage? Bien sûr. Qui sait ce qu'est l'ingénierie écologique? Je vais interroger personne. Donc, taux de réponse positive à peu près 7,5%. Donc, je dis un mot rapide pour que vous voyez un peu aussi la différence avec les SFN. Alors, pour définir notamment ce qu'est un ingénieur écologue, j'aime bien prendre l'image de la maison. Pour construire une maison, il faut un architecte, il va faire les plans de la maison. Et bien, l'ingénieur écologue, c'est un peu l'architecte de la nature. C'est-à-dire qu'il va définir les plans de l'action pour agir sur les milieux naturels. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est à servir la nature. Donc il va chercher à la préserver, à la restaurer. Mais surtout, ce qu'il va chercher aussi à faire, c'est à s'en servir. Donc il va chercher à puiser dans ses connaissances sur les principes en écologie pour savoir comment intervenir sur ces milieux-là. On parle de solutions fondées sur la nature. On pourrait dire aussi les solutions sont dans la nature. Et donc on va l'utiliser. Ce qui a été reconnu, on en a parlé juste avant, c'est le côté multi-bénéfice des actions d'ingénierie écologique. Vous pouvez avoir avec un seul et même aménagement une action de préservation de biodiversité et de protection de biens et de personnes, par exemple, ou encore d'épuration de sol ou d'eau. Donc, en fait, quand on dit ça, on dit un peu tout par rapport à la place de l'ingénierie écologique par rapport au SFN, puisqu'on a parlé du côté co- ou multi-bénéfice. Donc moi, je dirais que l'ingénierie écologique, c'est un peu, quelque part, on va dire, la meilleure alliée, aujourd'hui, le meilleur outil pour mettre en place des projets de SFN. Alors la question, c'était est-ce qu'elle est disponible, cette ingénierie écologique? Par exemple voilà, on travaille sur la gestion de la côte et de l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest. On travaille sur la prévention des impacts des catastrophes climatiques. Est-ce qu'on sait dire il nous faut 15 mètres d'épaisseur de mangrove ou il nous en faut 50? Est-ce qu'on sait dire ce genre de choses ou pas? Alors aujourd'hui, on va dire qu'il y a un savoir-faire qui est existant. Aujourd'hui, si je vous dis ingénierie écologique pour tel ou tel type d'action, je peux vous donner des exemples de guides qui existent. Alors les guides, le mot dit bien ce qu'il veut dire, ça oriente, ça ne donne pas des solutions toutes faites. Tout simplement parce qu'avec les milieux naturels sur lesquels on travaille, il n'y a que des cas particuliers. Donc en fait, ce savoir-faire, il existe, on peut s'en servir, le mobiliser, mais il va falloir ensuite l'adapter à des contextes particuliers. Et aujourd'hui, où trouver l'information? Alors, par rapport à l'ingénierie écologique pour les SFN, retenez une seule chose, AIGECO, alors A-IGECO.fr,
l'AIGECO.fr, comme ça vous irez directement à l'information. L'AIGECO, c'est l'association fédérative des acteurs de l'ingénierie du génie écologique. Une interprofession donc. Exactement, c'est un réseau de réseaux, et ces dernières années, il y a eu de gros efforts de structuration de la filière et des acteurs pour se regrouper. Et à l'AIGECO, vous avez l'ensemble des réseaux aujourd'hui qui gravitent autour des SFN et de l'ingénierie écologique. Elle se projette à l'international ou elle est plutôt franco-française? Non, on a de tout. On a même souvent dans ces réseaux des annuaires qui existent. Et quand vous allez voir les annuaires, vous allez trouver à la fin des systèmes de requêtes pour voir quelles sont les entreprises qui travaillent à l'international, par exemple. Vous avez au ministère de l'écologie, il y a eu un plan d'action sur le génie écologique qui a débouché sur un annuaire. Il y a 200 entreprises qui sont référencées et on peut avoir accès à cet annuaire, notamment aller voir sur le site de l'AIGECO pour savoir qui est en mesure de faire quoi lorsque vous avez des projets. Et un catalogue des solutions illustrées avec des cas réels, est-ce que ça existe? Alors oui, les catalogues, ça existe. Souvent, ce sont des guides de bonnes pratiques qui vont donner les différents types d'ouvrages ou d'aménagements qu'on peut utiliser. Et ce qui existe beaucoup aujourd'hui aussi, ce sont des recueils d'expériences, des retours d'expérience. Il y en a un qui est en cours à l'UICN, au comité français, par rapport au SFN, qui ont un double rôle de protection, d'action sur le milieu naturel et action de préservation par rapport aux risques naturels. On doit être à une 35 à peu près retours d'expérience. Il y a d'autres ouvrages dont on pourrait vous citer qui listent des dizaines et des dizaines de retours d'expérience et qui permettent de s'inspirer de choses qui ont déjà été réalisées, y compris à l'international et à l'outre-mer. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait imaginer de diffuser ces instruments dans le réseau de l'AFD pour que tout le monde puisse effectivement y avoir accès, s'informer? Est-ce que c'est accessible à des généralistes? Est-ce qu'il faut peut-être une action d'explication Alors, on est justement là pour ça, pour dire que ça existe et qu'il faut aller chercher cette information-là, par le biais justement de ces réseaux qui existent aussi. Je pense au centre de ressources. Il existe un centre de ressources sur le génie écologique, où là aussi, vous allez avoir accès à des retours d'expérience, aux formations qui existent aussi, ça c'est important. Donc cette information-là, elle est disponible, parce qu'après, c'est vrai que le challenge, c'est d'arriver à la mettre en place dans les pays en développement. Et comme je le disais, comme il n'y a que des cas particuliers, c'est là que va se trouver les difficultés de faire cette transposition entre ce savoir-faire qu'on peut avoir, qu'on a pu appliquer de manière assez connue en métropole, dans nos Alpes. Je viens des Alpes, donc j'en parle. Donc dans ces milieux-là, et de voir comment on peut les appliquer à d'autres types de climats, par exemple. D'accord. Donc finalement, on se rend compte qu'on a à la fois une activité à l'AFD qui est quand même déjà développée. On a vu pas mal d'exemples dans pas mal de géographies qui mobilisent nos capacités à la fois financières et d'expertise interne et qui arrivons à développer un certain nombre de projets. Alors le portefeuille des SFN à l'AFD, c'est quoi? C'est 2%, c'est 5%, je ne sais pas. On ne l'a pas quantifié, donc ce sera un exercice intéressant à faire. Regardez également, on a parlé beaucoup d'évaluation, donc regardez les retours d'expérience. Donc pour convaincre, il faut mesurer. Et effectivement, que ce soit au niveau français ou au niveau international, je pense qu'on est dans une phase où les SFN ont besoin d'être évalués. On a besoin de mesurer leurs effets. Ça, je pense que c'est très clair. Et puis, je pense que troisième élément, il y a effectivement besoin de diffuser, de déployer l'expertise en ingénierie écologique, intégrée à des réponses qu'on fait à des demandes des pays du Sud, dans des contextes particuliers, au cas par cas, comme vous le disiez, Freddy, c'est important, et nous on est toujours dans la dentelle et dans du cas par cas, ça s'appelle l'instruction des projets. Et là, dans ce cadre-là, aller mobiliser l'expertise, c'est important. Alors après, peut-être un dernier point, et on va ensuite s'arrêter là, et on va passer la parole à Jean-Pierre pour quelques éléments de conclusion. Mais finalement, de l'évaluation, des solutions qui sont là, de l'ingénierie disponible, il y a un quatrième élément, c'est qu'on nous on répond à des demandes, on est demand driven comme on dit, donc encore faut-il que le ministère des Finances, le ministère de l'écologie, l'aménagement, la collectivité territoriale, l'entreprise avec laquelle on travaille ait en tête
la mobilisation de l'écosystème pour répondre à ces problèmes. Comment on renforce cette demande, à votre avis? Est-ce que peut-être, Emmanuel, tu as quelques idées à mettre sur la table? Oui, je crois qu'on a l'avantage d'avoir un agenda international qui est extrêmement favorable, et en particulier l'agenda climat, parce que je cite un travail qui a été fait par l'IDRI. L'IDRI a passé en revue l'ensemble des contributions nationalement déterminées. Je crois qu'ils ont passé en revue 139 ou 140 d'entre elles. Et leur analyse a conduit à montrer que plus d'une quarantaine s'appuyer en profondeur sur ces solutions fondées sur la nature. Et ils ont mis en avant que des pays comme la Chine, des pays comme le Mexique pouvaient être un peu leaders dans la généralisation de ces approches. Et vous évoquiez un petit peu plus tôt dans l'après-midi et tout à l'heure aussi un certain nombre de rendez-vous de cet agenda, notamment la COP biodiversité qui se tiendra en Chine. Bon, c'est pas l'objet de la COP biodiversité, mais ça peut être tout à fait un sujet majeur qui peut être traité dans des side events. Et je crois qu'il peut y avoir un effet d'entraînement de ces grands émergents pour avoir un échange de pratiques, d'expériences, parce que, comme on l'a constaté là, mais à la simple échelle de l'AFD, mais l'AFD, bien sûr, n'est pas la seule à intervenir. Il y a les multis, il y a d'autres bailleurs bilatéraux qui interviennent massivement dans ces sujets. J'ai travaillé en Chine, la KfW, la BEI, tous interviennent, la Banque mondiale, la Banque asiatique. Donc il y a vraiment, je pense, un momentum très favorable avec l'agenda climat, l'agenda des ODD, puisqu'ils adressent un nombre important de ces différents ODD, pour travailler sur ces échanges de pratiques et avoir des mesures en termes notamment d'impact, de co-bénéfices, et de sortir je dirais, un certain nombre de présupposés pour regarder quelle est l'efficacité et la valeur de ces investissements, le retour sur cet investissement, ce qui répondra à la question que tu posais sur les conditions de financement. Est-ce qu'on est dans des rentabilités extrêmement différées qui justifient de blender et d'une partie des investissements de le faire ou autre? Mais je crois qu'on a maintenant et l'expérience, le momentum politique pour le faire. Et je crois que, bon, moi, l'expérience en Chine, 4 ans récente, a été vraiment frappante quand on a vu la manière dont, bon, certes, c'est la civilisation écologique, c'est un peu un motto porté par le président Xi, mais globalement, quand on voit la façon dont est repensé au niveau de la gestion des parcs nationaux dans la province du Zhejiang, où on a financé un projet à Xianju, quand on regarde comment ces gestions de zones humides, que ce soit des lacs qui sont dans des zones périurbaines ou que ce soit la restauration de rivières, il y a un projet tout à fait essentiel à Xixian où vraiment la maîtrise d'ouvrage chinoise a repensé le fonctionnement de cette rivière, les services rendus par les écosystèmes. Donc là, on voit qu'il y a un momentum très très favorable, et nous avons des outils à l'AFD, je m'arrêterai là, mais il y a ce FEC, ce fonds d'échange et d'expertise, il y a les FABS aussi, ces fonds d'amorçage de projets, qui sont là, et je donnerai un exemple en Chine en fin 2017, on a financé sur FEXT un séminaire sur qualité de vie, qualité de ville, qui a confronté la vision chinoise, notamment le ministère de l'Urbanisme a maintenant un programme qui a été développé en mars 2017 sur une nouvelle façon de repenser de manière plus écologique le développement des villes, avec 58 villes pilotes qui ont été identifiées. On a fait venir de très bons experts français qui ont traité de sujets qu'on a évoqués aujourd'hui. Et ça a permis, le projet de Feng Xiang que j'évoquais, qui ira à notre conseil d'administration en mars 2019, il est sorti de là. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un bon momentum pour le faire. Merci Emmanuel. Merci à vous. Moi, mon sentiment après cette discussion et avec aussi le premier panel, c'est qu'on est à un point un petit peu de possible bascule positive, de déploiement, qu'il faut pour cela peut-être mieux disséminer effectivement les outils, les exemples, rendre accessible l'ingénierie à l'international, y compris dans des contextes peut-être inhabituels pour les bureaux d'études français, travailler sur l'évaluation des performances de ces SFN. On a maintenant un historique, déjà ancien pour l'eau, plus récent pour d'autres solutions. Peut-être c'est le temps d'une capitalisation, d'une évaluation. L'AFD a des outils pour faire cela, et essayer effectivement de passer à une plus grande échelle. Le temps court, mais on va peut-être quand même prendre 1, 2, 3 questions si elles sont courtes. Et puis ensuite, on conclura avant de passer aux vraies réticences, qui est le petit cocktail qui nous attend. Madame. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette conversation très riche. Je suis Hannah Mowat, coordonnatrice des campagnes à Fern, basée à Bruxelles.
Et merci aussi d'être très convaincant parce que c'est ce premier monsieur-là qui nous a dit qu'il fallait d'abord être très convaincant. Vous êtes très convaincant que les solutions naturelles sont vraiment très importantes. Je voulais simplement mettre sur la table que les solutions basées sur la nature sont primordiales pour atteindre l'objectif 1,5 degré pour le climat. Et que sans cela, ce sera totalement impossible, et qu'on parle du besoin d'enlever le carbone de l'atmosphère, et que la seule façon de le faire, et c'est Madame Autissier qui nous l'a rappelé, la seule façon de le faire, c'est les arbres, c'est la photosynthèse tout simplement, et que donc c'est notre survie même qui se base sur les solutions naturelles. Et donc c'est vraiment la première application, le plus massif de ces solutions, ce sera cela. Donc je voulais simplement le remettre sur la table. Merci. Merci pour ces paroles engagées. On est absolument convaincus de façon chiffrée qu'atteindre les 17 ODD, c'est vraiment aller à la recherche des actions avec le plus grand nombre de co-bénéfices. Et que les solutions fondées sur la nature en sont un quand elles sont bien construites. Et y compris social, je me permets d'insister aussi, puisque c'est dans le climat, hélas, si je puis dire. D'autres questions? Oui. Bonjour, Pierre Carrette du Critical Ecosystem Partnership Fund. Ici. Ah oui, pardon. Et on a beaucoup parlé aujourd'hui pendant toutes les discussions des acteurs étatiques et gouvernementaux, bien entendu, dans leur rôle de planification et de mise en œuvre, et également des acteurs privés avec l'agence de l'eau et les bénéficiaires finaux des services de l'eau notamment, ou de l'agriculture. Je voulais savoir, par rapport aux panélistes qui sont présents ici, quel pourrait être le rôle et quel doit être le rôle de la société civile, les organisations de la société civile, dans le contexte de la mise en œuvre de ces solutions fondées sur la nature, et aussi comment l'AFD se positionne par rapport à ça. Merci. Peut-être du côté de l'IRSTEA, comment on mobilise en ingénierie, en conception d'une solution fondée sur la nature, comment on mobilise les ONG, les associations de base ou globales? Alors justement, à IRSTEA, on ne s'intéresse pas qu'à la partie purement, on va dire, technique, sur la façon de faire appel à l'écologie pour mettre en place un projet. On s'intéresse aussi à toute l'approche sociale qu'on va avoir. On implique les SHS dans ces approches, y compris bien sûr l'économie. Donc on vient même d'ailleurs de créer une unité de recherche qui est dédiée à ça, à faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble pour se poser les bonnes questions. Donc pour nous, c'est assez indissociable. J'ai presque envie de dire aussi que la question se pose d'autant plus dès lors qu'on va être sur des pays en développement, où les contextes ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut avoir ici, sur ces questions, qu'elles soient techniques, économiques ou sociales. Prendre l'exemple d'une technique de génie végétal et se dire ici, tout marche bien, au niveau des rapports coût-avantage, c'est super, on sait où trouver le matériel végétal, et puis on a les entreprises qui savent le faire. Dans un pays en développement, est-ce qu'on a des pépinières qui vont exister? Le contexte économique n'est pas du tout le même, et puis socialement aussi, il n'y a peut-être pas d'entreprise dédiée pour faire les travaux. Et notamment, ça appelle, au-delà de cette implication-là, sur la question de formation. Voilà. Donc des modèles peut-être d'économie sociale et solidaire aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Le comité français de l'UICN veut intervenir sur la société civile. Oui, pardon, merci. J'ai un élément de complément à apporter à la réponse de Freddy sur cet aspect de mobilisation de la société civile. Dans les éléments de définition des solutions fondées sur la nature, il y a des éléments très importants sur la gouvernance, et donc l'association des acteurs, l'association des savoirs locaux, donc associer la société civile dans la gouvernance, dans les prises de décision pour la mise en œuvre de ces projets. Donc ça, c'est une partie très importante. Et aussi les associer pour leur savoir-faire, leur connaissance de leur territoire, leur connaissance sur les enjeux
de leur territoire pour le développement et sur la biodiversité de leur territoire et les écosystèmes. Donc associer la société civile à la fois dans la mise en œuvre, la prise de décision et à la fois pour leur savoir, c'est incontournable, à la fois pour le succès des projets en eux-mêmes, mais aussi pour leur appropriation, et notamment dans le cadre du développement de filières et de nouveaux métiers. Finalement, ces savoirs vont être valorisés avec des métiers locaux et non délocalisables. Donc SFN et 100% lien social, ça marche? Ça marche. Une dernière question? Ouais, Gilles, c'est Julien. Donc, Julien du département des évaluations de l'AFD. Tu as mentionné là, dans l'exposé le fait qu'il fallait encore chiffrer dans notre portefeuille ce qu'on faisait, etc. Donc, je me permets d'évoquer juste, donc récemment, là, on a essayé d'évaluer l'axe 2 du cas d'intervention transversale biodiversité, ce qui donne quand même une idée un peu de ce qu'on a essayé de faire en matière de prise en compte des co-bénéfices biodiversité dans les projets. Alors, ce qui ressort, c'est que c'est environ 100-150 millions d'euros par an dans les engagements de l'AFD, donc on voit qu'il y a de la marge. Et puis surtout, ça fait 1% en gros. Ouais. Et de ce que vous avez comptabilisé comme étant vraiment des projets qui avaient des co-bénéfices avérés dans la conception et dans la mise en œuvre, quoi. Et surtout, ce que je voulais partager avec l'Assemblée aujourd'hui, puisqu'on a les directeurs d'agence, et donc c'est important, c'est que le questionnaire qui a été envoyé à tous les agents de l'AFD, les chefs de projet, y compris les agents, ça a fait bien remonter le fait que c'était quand même pour vous assez difficile de convaincre les maîtrises d'ouvrage de l'intérêt de prendre en compte les co-bénéfices de la biodiversité. Et donc je pense que le sujet pour nous, avec les perspectives que vous avez ouvertes, c'est véritablement de se poser la question de comment on construit un dialogue de politique publique comme il a pu être construit en Chine, pour faire effectivement mûrir des solutions, pour qu'on n'ait pas des projets qui arrivent tout ficelés sur des solutions grises, mais des solutions effectivement de SFN qui soient co-construites avec nos maîtrises d'ouvrage. En tout cas, c'est ce qui ressortait assez bien de l'évaluation. Voilà. Merci Julien pour cette contribution importante. Je pense que la conversation pourrait se poursuivre très longtemps parce que le sujet est riche, mais on va s'arrêter là et laisser la place à des éléments de conclusion en étant indulgent et exigeant avec Jean-Pierre Marcelli, notre directeur exécutif, parce que c'était riche, c'est pas facile d'en tirer des conclusions opérationnelles. Et puis ensuite, on le laissera nous inviter au cocktail pour conclure cet après-midi. Jean-Pierre. Merci beaucoup Gilles. Je vais être très rapide parce que je sais qu'il y a un cocktail qui vous attend et les débats ont été trop enrichissants pour les poursuivre par un discours. Je crois que là on est devant un public qui est conquis. Voilà, les arbres nous alimentent, les plantes nous soignent, les zones humides régulent. Voilà, c'est tout à fait convaincant et je pense que c'est l'évidence. C'est l'évidence pour nous, pour vous, de s'investir sur ces solutions. C'est d'autant plus l'évidence qu'il a été démontré que ce sont des solutions qui sont en place. Hein. Il ne s'agit pas toujours il faut parfois les restaurer, mais il faut parfois uniquement les protéger. Et en plus, elles ont un coût, efficacité, donc tout à fait remarquable. Mon souci... on est à un moment où les pressions sont très fortes, les pressions anthropiques, les pressions climatiques, et l'impatience pour les ODD croît chaque jour un peu plus dans les populations donc au sud qui voient que leurs services sociaux ne sont pas satisfaits. On a ces solutions qui ont été décrites. Le sujet. On a quand même un fleuve qui coule là le long et qui n'est toujours pas baignable. Donc je dirais c'est quand même gérer la restauration des écosystèmes durables. C'est une tâche de longue haleine. On a souvent des partenaires qui préfèrent, ça a été dit, et c'est très important, des solutions grises. On préfère une bonne vieille station d'assainissement en béton. On préfère des bons protection côtière en béton également. Ça paraît plus sécurisant. Donc il faut gagner la campagne de la conviction. Et donc moi, ce que je vous invite à, parce que c'est ODD, parce que c'est POST, c'est adaptation au changement climatique, c'est lien social. On a bien vu le lien entre la justice sociale et la protection de la nature.
de vous investir dans un travail de conviction avec effectivement la société civile pour qu'il y ait ce réflexe pro-nature, hein, pour montrer dans un dialogue quotidien que c'est une œuvre qui est intéressante, qui est essentielle, donc pour protéger, restaurer et puis gérer de manière durable ces écosystèmes qui peuvent nous servir encore plus. Voilà, j'espère qu'à chaque fois vous penserez à un projet, et encore plus dans les PMA. Je suis certain que la Chine deviendra un champion dans 5-10 ans. Je ne suis pas inquiet pour la Chine, ils vont y arriver. Ils vont nous dépasser, je pense, en ingénierie écologique, parce qu'ils vont se rendre compte que c'est rentable et qu'ils ont de l'argent là-dessus pour s'investir dessus. Mais pour les plus pauvres, hein, ceux qui en ont encore le plus besoin, à chaque fois que vous pensez à un projet de développement urbain, à chaque fois que vous pensez à un projet de transport, évidemment quand vous pensez à des projets de développement rural, de penser à ces solutions qui sont là au bord du chemin et d'essayer de convaincre nos partenaires de leur donner une chance. Et ceci pour qu'on ait toujours une plateforme pro-climat, pro-lien social et puis de plus en plus pro-nature. Merci infiniment à Isabelle Autissier, merci à Guillaume Santeny, merci à tous les membres donc, des panels pour ce débat qui, je suis sûr, va vous emporter. Et à Gilles. Un petit signe aussi, après la conclusion, désolé, à Sarah, à Zachary, à Magali qui ont aussi travaillé d'arrache-pied pour cet événement. Merci à eux.